Salut à toi et bienvenue dans le Confessionnal, le podcast diabolique de Vadé Rétro. Au sein du Confessionnal, on parle marketing du livre, stratégie réseaux sociaux et marque auteur, sans bullshit. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Confessionnal. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Maria Vileza. Salut Maria. Salut. Et bienvenue dans le Confessionnal. Donc, quelques mots pour t'introduire. Donc, tu es autrice d'imaginaire, bêta-lectrice et tu réalises aussi tout un tas de services pour les auteurs. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invite. Franchement, je sais on discute déjà pas mal en off sur tous ces sujets-là et c'est toujours des discussions méga intéressantes. Donc, je suis contente qu'on puisse avoir, je sais pas combien d'heures devant nous pour en discuter. Je dis autrice de l'imaginaire, j'ai même pas envie de m'enfermer dans cette case-là parce que même si je suis très dans l'imaginaire, je pourrais être appelée un jour demain à avoir un projet de roman qui sera pas du tout dans le genre-là. Mes prochains projets sont à fond dans l'imaginaire, hein, clairement. Mais demain, peut-être que j'aurai un projet. Moi, je fais partie des gens, tu vois, j'écris pas dans un genre spécifique, c'est plutôt le projet qui va appeler le genre, quoi. Aucun problème. Maria, es-tu prête à aller à Confesse? Je suis prête à aller me confesser. On va d'abord commencer par parler un peu de toi et ton parcours parce que je sais que tu avais enregistré récemment un podcast avec Émilie, Ouais. Studio M, Émilie Tartero qu'on embrasse très fort. Pour te présenter, pour celles et ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivée là aujourd'hui? J'ai, on va dire, 33 ans, plusieurs vies à mon actif. Mais c'est intéressant de voir le parcours parce qu'il y a quand même une certaine trame. C'est-à-dire que de base, j'ai fait des études dans la petite enfance, formation d'éducatrice de jeunes enfants dans le social. J'ai pas continué parce que déjà j'avais des valeurs d'éduc qui se développaient et qui étaient confrontées à un terrain qui ne correspondait pas forcément à mes valeurs. Donc même si c'était quelque chose qui me tenait à cœur, j'ai pas persévéré sur cette voie-là. Après, il a fallu payer le loyer et les factures. Donc, je suis passée par pas mal de petits boulots dans le commerce, etc. Et il y a un moment donné où j'ai pris conscience que le salariat ne me correspondait pas. Je suis tombée sur des contenus qui m'ont fait prendre conscience que l'entrepreneuriat, ça peut être aussi intéressant parce qu'on te vend la liberté, l'indépendance et tout ça. On sait que c'est bien au-delà de ça, mais on te le vend comme ça, voilà, pour t'attirer. Et moi, c'est des discours qui m'ont parlé et du coup, je me suis formée justement à l'entrepreneuriat, le marketing, la communication et surtout, j'ai encore cette fibre de vouloir aider, accompagner les gens, donc je me suis formée au coaching aussi. Et du coup, j'ai voulu lancer mon entreprise dans le coaching, accompagner les gens. Alors, à l'époque, au tout début, c'est là en fait que je me suis beaucoup cherchée et je suis passée par des étapes qui me correspondaient pas forcément. Et voilà, il fallait aussi lancer ton activité, essayer d'en vivre et gagner de l'argent. Tu fais un peu voilà des erreurs de parcours, même si j'aime pas trop le mot. J'étais dans le coaching pour le sport et la perte de poids. Aujourd'hui, clairement, je le crie pas sur tous les toits parce que je suis trop d'accord avec ces démarches-là, mais bon voilà, hein, je suis passée par là. Mais après, voilà, je suis restée quand même dans le coaching pour accompagner les gens après dans des phases difficiles de leur vie pour en sortir, etc. Et j'ai jamais réussi à en vivre vraiment pleinement. C'est-à-dire que j'ai vraiment connu des échecs et des échecs et des échecs qui font que par moment, les aides au chômage, quand tu es en création d'entreprise, elles sont pas infinies. Donc, il y a un moment donné, quand tu vis pas ton entreprise, il faut bien retourner dans le salariat. Donc, j'ai connu des phases où j'étais en création d'entreprise à essayer d'en vivre, des phases où je retournais dans le salariat, j'essayais de jongler entre les deux, ou alors des fois, je galérais, je mettais un peu plus de côté mon entreprise et j'ai fait ça là ces dernières années pendant 3-4 ans. Jusqu'à il y a maintenant 2 ans et demi où j'étais de nouveau dans le salariat, dans le commerce et encore une fois, j'en ai eu marre parce que tu fais le travail de 3 personnes sans un merci ni de salaire qui suit. Voilà. Et là, clairement, j'ai dit j'arrête, sauf que je savais pas encore ce que je voulais faire. J'ai connu trop d'échecs dans le coaching, donc je voulais pas retourner là-dedans, même si c'est un métier de cœur. Et à ce moment-là, justement, j'ai refouillé dans mes vieux journaux intimes. Euh, que j'écris depuis toujours, mais j'ai été beaucoup de l'école journaux intimes. C'est-à-dire que depuis le collège jusqu'à mes années d'études, voire début années professionnelles, j'ai saigné des journaux intimes, que ce soit dans des carnets ou après en ligne, de façon anonyme. Et bizarrement, en relisant des passages de la moi d'il y a 20 ans, je rêvais déjà de tout plaquer pour vivre de l'écriture. Voilà.
Donc j'ai eu vraiment une prise de conscience, sachant que l'écriture me redémangeait à nouveau. J'avais mis ça de côté aussi, ces dernières années et là, j'ai eu un déclic de me dire: «En fait, tu te cherches depuis des années, c'est là sous ton nez depuis le début, en fait», enfin, voilà. Sauf que, donc je suis partie de l'entreprise où je bossais en me disant: «Je vais tout quitter pour, vivre de l'écriture». Sauf que en 2 ans de chômage en création d'entreprise, on sait très bien que vivre de l'écriture déjà, c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai voulu développer un projet en parallèle qui était en lien avec l'écriture et je sais que pendant des années, j'avais déjà fait un peu de bêta lecture de façon bénévole. Il y avait un site qui s'appelait Les Nouveaux Auteurs, je crois. Je suis pas sûre que ça existe encore, mais en fait, tu t'inscrivais sur le site, tu te proposais la bêta lecture et de temps en temps, on t'envoyait des manuscrits. Donc je me suis dit: «Eh bah, go faire ça», que je l'ai refait de façon bénévole et en parallèle, je me suis formée parce que je voulais en faire un projet professionnel, parce que je savais que je vivrais pas de l'écriture d'un roman. Là, en 2 ans, j'ai toujours même pas finalisé mon premier projet de roman. Bon après, il y a le boulot à côté qui fait que donc je voulais quelque chose de sérieux qui me permettait de au moins en vivre sur les 2 premières années. Donc bah, du coup, je me suis lancée, je me suis formée dans la bêta lecture. Au début, je me suis exercée bénévolement pour développer ma pratique et puis après je me suis lancée du coup, à mon compte. Voilà et puis le coaching commence à revenir là un peu cette année parce que c'est aussi un métier de cœur, donc je voudrais aussi l'implémenter dans mes accompagnements. Tu as dit un truc qui me marque parce que pour le coup, je m'en suis aussi convaincue. Tu m'as dit, «J'ai vite compris que je pouvais pas vivre de l'écriture tout de suite ou en tout cas pas que Mmh, de ça» et c'est vrai que quand je vois, un peu comment ça se passe, je pense aussi que le fait de pouvoir proposer plusieurs services à la fois ou en tout cas pas avoir tous ses mmh, œufs dans le même panier, ça permet de générer un revenu plus confortable et je dirais, moins risqué. Parce qu'on sait que comme tu l'as très justement dit, ouais, quand on écrit et qu'on veut en vivre, déjà il faut écrire, beaucoup pour pouvoir dégager un revenu et ça nécessite d'avoir une production, quand même c'est assez ça. intense. Donc le choix que tu as fait d'avoir plusieurs services différents, je le trouve Mmh intéressant. mh. Ça te permet aussi, bah, financièrement de gagner en indépendance plus tôt, quoi. C'est ça. Oui, parce que là, clairement, si j'avais fait que ça, donc oui, j'aurais peut-être déjà fini les projets de romans parce que j'aurais eu plus de temps pour l'écriture, mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'en vivrais et je serais peut-être en train de retourner enfin de rebosser, dans une entreprise à côté, quoi. Alors que là, je m'en sors pas trop mal, on va dire. Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu accompagnes les autoristes en termes d'années? 2 ans, à peu près. Alors, il y a eu une partie déjà en bénévole, hein, mais c'était déjà un peu le cas, mais ouais, je suis sur 2 ans d'accompagnement, globalement sur les autoristes. Je rappelle qu'il y a le lien, j'ai mis le lien de ton site internet, dans le podcast pour que vous puissiez aller voir les services de Maria. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes à destination déjà, à qui s'adressent tes services et qu'est-ce que tu proposes exactement? Moi, je m'adresse aux auteurs et autrices de romans qui veulent aller au bout de leur projet. Voilà. Ma ligne directrice, c'est ça. Je fais du coup principalement de la bêta lecture professionnelle, donc de la relecture de manuscrits. J'accompagne les auteurs et les autrices de romans dans leurs projets de romans et principalement avec de la relecture de manuscrits. Et puis après là, ça va être aussi il y a du coaching et puis je propose souvent des ressources gratuites et payantes en ligne aussi, à côté, quoi. Comme tu disais, c'est pour pas mettre tous les œufs dans le même panier. La bêta lecture, c'est un certain prix. Je peux pas me permettre de me reposer que sur ça, donc je développe aussi d'autres choses à côté, quoi. Ça fait quelques années maintenant que tu fais ça. Mmh. Aujourd'hui, on parle de professionnalisation du Mmh mh, métier. mmh. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as constaté? Forcément, quand tu pars de zéro, forcément au début tu as personne et c'est là en fait où c'est intéressant de se dire, «Je vais pas vivre de mon activité du jour au lendemain». C'est que c'est aussi une image, une communication que tu construis sur les mois et sur les années. C'est-à-dire que là, je me rends compte de plus en plus, les gens qui s'adressent à moi et qui me suivent, ils me ressemblent un minimum, pas physiquement ni rien, mais tu vois, en termes de valeurs et de d'attentes et tout ça, de sérieux aussi, on va en parler je pense pendant le podcast, de vraiment professionnalisation dans la façon dont tu vas communiquer, vraiment tu attires à toi des gens qui ont un peu la même démarche et les mêmes valeurs. Donc déjà oui, forcément, il y a de plus en plus de gens parce que, bah, la communauté à mon échelle, elle grandit. Par rapport à il y a encore 6 mois, j'ai quand même plus de demandes. Après bon, elles aboutissent pas, ça tout le monde ne prend pas après un devis, une bêta lecture forcément derrière. Mais oui, clairement ça prend la bonne direction. Tu m'as connue, là sur la fin d'année 2025 où j'étais dans le doute parce que fin de droit au chômage, j'en vis pas encore totalement. Il va peut-être falloir que je retourne dans le salariat. J'ai fait deux semaines dans une entreprise, j'ai fait: «Non, c'est pas pour moi, je suis pas prête». J'ai dit: «Tant pis, je prends le risque». Bah, bizarrement, je prends le risque et là, pour le moment, je suis complet sur les 2 prochains mois, quoi. Et c'est aussi pour ça que je Voilà. voulais t'avoir parce que, bah, moi, j'aime beaucoup déjà ta manière de travailler. Je trouve que tu es quelqu'un qui fait des choses très qualitatives. J'aime beaucoup aussi tes valeurs, c'est-à-dire que, voilà, je trouve que tu as une ligne et tu t'y tiens et c'est très justement ce que tu disais à Mmh. l'instant, à savoir que
tu vas aussi attirer des personnes, Mmh. qui te ressemblent et tu vois, tu viens d'insister sur un point qui est aussi très important, c'est qu'on est quand même, le monde du livre de manière générale, c'est quand même précaire, que ce Ouais. soit, au niveau des autoristes ou des professionnels du monde du livre Mmh. et il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que, si on a des personnes parmi nous qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans ce milieu, il faut qu'on le dise parce qu'en fait, ça sert à rien Mmh. de promettre monts et merveilles, de nous faire croire que, on va être riche, dès le premier livre sorti, que si vous vous lancez en tant que correctrice ou bêta lectrice demain, vous allez avoir plein de clients tout de suite. On aimerait que ça se Mmh. passe comme ça, mais la réalité et tu l'as très justement dit, c'est que ça prend du temps, c'est du travail. Il faut trouver sa voie, il faut gérer sa Mmh. communication. On construit une entreprise et donc tout ne tombe pas du jour au lendemain et c'est vrai que toi, je trouve que tu as toujours été, très transparente là-dessus et c'est aussi pour Mmh. ça, je pense qu'on connecte facilement avec toi parce que tu es toujours très honnête sur ce que tu traverses, sur comment ça se passe pour toi, Mmh. et on a toujours la vraie vision, de ton quotidien et de ta réalité, même si tu ne dis pas forcément tout. Mais je trouve Oui. que tu as toujours été très honnête sur ce qu'était, le métier, ta réalité, tes combats et ça Mmh. donne aussi en plus envie de te soutenir, je trouve. Et il y a un truc qui est intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que, aussi notre communication, tu vois? Ce que je communique aujourd'hui, tu remontes mon fil Instagram, du début, il y avait un truc, tu vois? Déjà de base parce que tu restes fidèle à qui tu es et tes valeurs et tout ça. Mais la communication, on ne trouve pas forcément le truc tout de suite. C'est comme l'écriture, à force d'expérimenter, tu trouves ta plume et cetera. Ta communication, elle va se faire aussi en expérimentant, en voyant ce qui fonctionne pour toi ou pas. Tu vas peut-être tester des choses parce qu'en communication, tu entends tout et son contraire en termes de conseils. Tu vas peut-être essayer des conseils qui finalement tu vas te rendre compte, ça te correspond pas autant humainement que professionnellement et tout ça. Faut avoir conscience que oui, lancer une entreprise et en vivre, ça prend du temps, mais même au niveau de la communication, il faut pas s'attendre à ce qu'on soit parfait du jour au lendemain, même encore aujourd'hui. Tu me prends aujourd'hui, ça se trouve dans 2 ans, ma communication, elle aura encore évolué, quoi. C'est quelque chose qu'on oublie souvent aussi, on a besoin que ça aille très, très vite, Mmh mh. les followers augmentent, et cetera et tu avais fait un post sur ce compte quand tu avais un post à un moment qui avait explosé, et tu avais expliqué que ça tombait pas du ciel, que c'était de la Ah oui! construction, du travail. On n'a rien sans rien et on n'a pas 10 000 followers du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se construit, Mmh. nécessite, bah, de la répétition et surtout des je sais pas si comment tu l'as Bah oui. vécu toi, mais j'ai l'impression aussi qu'on progresse en faisant et qu'on apprend en faisant. Ah oui! Finalement, tu as Oui. beau te former autant que tu veux, ça remplacera Mmh. jamais le fait de faire, en fait. Oui, oui, oui. Mais c'est ce que je dis quand je parle d'expérimenter, en fait, et que ça vaut dans l'entreprise, mais même dans l'écriture. Tu auras beau, bouffer des formations, des livres sur comment écrire un livre, ta technique d'écriture et ta profession, enfin, même l'évolution dans ta qualité, en termes de texte et de construction narrative et de plume, tu la développes en le faisant. Moi, même en termes juste de plume et de style, pourquoi je parle souvent du journal intime? Parce que pour moi, je le dis souvent, c'était un laboratoire d'écriture parce qu'en écrivant, en saignant des cahiers tous les soirs, j'ai exercé ma plume à travers ça aussi, tu vois? Et elle évolue, ce que j'écrivais il y a 10 ans, tu et c'est toujours pas la même chose que ce que j'écris aujourd'hui, et c'est pareil pour la communication et pour la création d'entreprise, hein. Merci en tout cas de le rappeler, parce que ça fait toujours du bien d'expliquer que, bah, les bonnes choses prennent du temps. Quelque chose qui Ouais. explose et qui se construit très vite, peut se casser la gueule tout aussi vite. Donc Faut avoir un coup de chance d'avoir une communication qui explose et tu as 10 000 abonnés qui arrivent d'un coup, enfin, j'en sais rien, tu vois? Déjà, si tu as 10 000 abonnés qui arrivent d'un coup, ça veut pas dire forcément que tu vas vendre derrière. Et en fait, qu'est-ce qui fait aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat au début? C'est parce qu'on m'a vendu monts et merveilles, tu vois? Genre gagne 10 000 € sur ta première année, des choses comme ça, j'en ai jamais vu la couleur. Donc oui, c'est important de rappeler que, bah, ça demande du temps, de la travail. Il y a un petit facteur chance, éventuellement, tu vois? Mais c'est surtout du temps, de la persévérance et du travail, quoi. les ingrédients de la réussite. Du coup, tu travailles beaucoup avec des auteurs et des autrices qui sont en édition indépendante. Tu fais tu as une proportion de gens qui partent après en maison et d'autres qui s'éditent, tout seuls? Ah, il y a quand même plus d'indépendants. Ah, j'aurais pas un pourcentage, je suis nulle avec ça. J'ai quand même pas mal d'indépendants. J'ai des auteurs, et des autrices qui visent les maisons d'édition aussi. Mais je pense qu'on est plus, allez, sur du 60-70 d'indépendants, on va dire, à peu près. Du coup, comment est-ce que tu fais la différence, toi, quand tu reçois quelqu'un, qui te contacte pour une bêta lecture ou pour un autre de tes services? Comment est-ce que tu vois tout de suite un auteur ou une autrice qui a déjà une posture professionnelle et un auteur ou une autrice amateur? Ça dépend des bêta lecteurs pro. Moi, je suis ouverte à recevoir, par exemple, des premiers G.
Il y a des bêta lecteurs, pros qui, disent: «Non, je veux au moins un manuscrit qui a été au moins retravaillé». Moi, je suis ouverte à recevoir des premiers jets et forcément, tu n'abordes pas un premier jet de la même façon que, un manuscrit qui a été retravaillé 10 fois. Donc forcément, sur un premier jet et encore parce que sur un premier jet, tu vois déjà si tu as une posture un peu plus amateur que professionnelle, dans la construction de l'intrigue, par exemple. Tu sens quand l'auteur, il sait où il va par rapport à un auteur, bah, qui sait pas trop, qui se promène et il y a des choses intéressantes, mais c'est encore flou, c'est pas encore clair déjà dans sa tête et du coup sur le texte. Je pense que ça se dit principalement à ce niveau-là. C'est même pas une question de style ou de plume parce que ça, c'est personnel, parce qu'une histoire, c'est une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, une résolution. Si déjà tu pas au moins ça, bah, tu sens que déjà ça manque de structure et je parle même pas là de auteur, jardinier ou architecte. C'est pas en termes de planification, c'est juste comment on construit une histoire et comment on propose une histoire à un lecteur, tu vois? Donc je dirais principalement à ce niveau-là. Quand toi tu échanges avec quelqu'un ou dans tes écrits, est-ce que tu te dis Ah tout de oui. suite avant même d'avoir vu le texte: «Là, je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui veut Oui, construire une carrière» et ou «Là, j'ai affaire à quelqu'un qui écrit plutôt pour le oui. plaisir». Il y a pas de mal à ça, mais c'est 2 choses Mmh mh. différentes. Oui, oui, je le vois parce que très souvent, alors j'ai des gens qui découvrent mon site internet et mes services, par hasard, mais très souvent les gens, ils viennent d'Instagram et très souvent, vu que je suis tout le temps en train de communiquer avec les gens et à discuter, ça on pourra en parler aussi, voilà, discuter avec son audience. Très souvent quand on me fait une demande de bêta lecture, j'ai déjà discuté avec la personne avant, je vois ce qu'elle fait un peu sur les réseaux et déjà dans la posture de communication, tu vois un petit peu les personnes qui font ça, qui savent pas trop encore ce qu'ils font. Enfin et c'est pas un reproche, hein, c'est que, voilà, on en est là où on en est aujourd'hui, tu vois? Et ceux qui vont être un peu plus, professionnels dans leur posture, dans leur communication et dans leur façon de communiquer autour de leur roman et même tu les vois en story, tu vois? Comment ils abordent un peu, leur premier jet, leur réécriture et tout ça, leur démarche, comment ils y réfléchissent. Tu vois un petit peu aussi à ce niveau-là et forcément, bah, quand tu discutes derrière, les gens qui ont une démarche vraiment plus, professionnelle, dans leurs demandes, ils savent ce qu'ils veulent. Tu vois, par exemple, on va travailler en bêta lecture ensemble. Je t'ai demandé tes attentes. Tu as été clair directement. Tu m'as fait une liste de ce que tu attends, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Je fais OK, très bien. Alors qu'il y en a, ils savent pas trop et c'est important en bêta lecture aussi de savoir communiquer et de dire ce que tu attends et ce que tu attends pas parce que, au moins tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas pour ton projet de roman ou pas, tu vois? Un auteur ou une autrice qui se lance et qui a déjà le réflexe de demander de la bêta lecture, c'est très bien parce que ça veut dire que Oui. c'est déjà un minimum renseigné sur comment Mmh. on fait un roman de qualité. Oui. Toi, du coup, tu vas t'adapter dans ta manière Mmh. d'accompagner ces personnes-là entre selon que tu as un auteur ou une Mmh. autrice déjà bien cadré et quelqu'un plutôt qui débute, qui, comme tu disais, sait pas trop où est-ce qu'il veut aller? Dans les retours que je fais, c'est quand je sens qu'une personne est plus amateur, amatrice. Je vais aller beaucoup plus loin dans les explications parce que forcément, des fois, j'utilise des termes techniques en termes de narration, de comment écrire un texte, et les techniques un peu narratives. Heu, les gens où je sais qu'ils maîtrisent un peu le sujet, je vais leur dire, par exemple, je sais pas, on parle du show don't tell, là, ça manque un peu de show don't tell pour moi. Une personne où je sais qu'elle connaît le sujet, j'ai pas besoin de lui expliquer ce que c'est dans le compte rendu, de lui fournir des ressources et cetera. Alors qu'une personne qui débute un peu plus, ou alors je sais pas, je suis pas sûre, bah, forcément je vais aller un peu plus loin aussi dans l'accompagnement et les explications et dans tous les cas après derrière, après un retour de bêta lecture, il y a des auteurs, ils ont plus besoin de moi après. Alors que je propose un accompagnement sur les 2-3 mois qui suivent. Il y a des auteurs, après, j'en entends plus parler parce que, bah, ils sont autonomes dans leur démarche, ils ont pas forcément besoin. Et il y a d'autres auteurs et des autrices où ça demande, bah, des échanges par mail. Des fois, on s'appelle, on fait une visio parce qu'il y a besoin de revoir certains points. Et ça demande un peu plus d'accompagnement derrière aussi, quoi. Parce qu'ils sont pas encore hyper clairs. Des fois, ils comprennent pas ce que j'ai voulu dire sur un point en particulier. Donc, Et en termes d'état d'esprit par rapport au fait derrière de vendre le livre, parce que, moi tu connais ma position là-dessus, elle est très claire. Le livre, c'est un produit et il mmh, faut l'avoir en tête, dès l'écriture, dès la structuration du manuscrit, je suis pas en train de dire qu'il faut écrire spécifiquement pour le marché. Je suis en train de dire qu'il y a des règles à respecter pour que le produit soit de qualité professionnelle et se vende. mmh. Mais on sait qu'il y a un certain nombre, d'auteuristes que ça peut encore choquer, que le qu'on considère le livre comme un produit. Que toi, tu essayes aussi de les sensibiliser là-dessus? Comment ça se passe, par rapport aux personnes que tu accompagnes? Je suis pas trop sur cette démarche vraiment de marketing, vraiment dans la sphère bêta lecture, hein, dans mes je suis plus d'un point de vue éditorial. Donc au final, ça se rejoint un peu. Soit les auteurs
il passe par une bêta lecture en vue de se publier, enfin en autopublication, en publication indépendante. Ou alors en maison d'édition. Déjà, de savoir si un auteur, par exemple, vise les maisons d'édition, dans mon discours, je vais lui dire, bah, tu vois, ça, par exemple, faudrait peut-être essayer de le changer parce que les éditeurs, ils vont plutôt attendre ce type de choses, ce type de choses ou ce type de choses. Surtout dans le début d'un roman, il est assez décisif en maison d'édition. Donc forcément, des fois, je passe même beaucoup plus de temps sur le début d'un roman que sur la suite. Enfin, je passe aussi du temps. Mais je vais être beaucoup plus pointilleuse sur le début parce que si l'auteur ou l'autrice vise la maison d'édition, bah, il va falloir faire attention à ce que ça soit clair dès le départ, que les enjeux ils soient posés, que ton personnage il soit bien déjà caractérisé dès le début, qu'il y a un truc vraiment qui prenne le lecteur. Je suis plus dans une démarche, voilà, d'un point de vue éditorial pour que ça prenne. C'est vrai que je suis moins sur l'accompagnement marketing, on va dire, tu vois. Je le suis plus sur d'autres services que je vais proposer, mais c'est vrai que sur ce point-là, à part si j'ai un auteur ou une autrice dans les discussions qui va me poser des questions à ce niveau-là, on va pouvoir en discuter, mais c'est vrai que dans les retours que je fais en termes de bêta lecture, pas forcément. Il y a une question que je voulais te poser aussi parce que, ben, on sait que, une certaine partie des autoristes, écrivent peut-être beaucoup à l'intuition, tu vois, avec le flow créatif et cetera. Et je sais qu'il y a une partie des autoristes qui se disent que structurer un texte, donc avec, un début, un milieu, une fin, des enjeux, des péripéties, finalement, ça revient à faire rentrer le roman dans des cases et à casser un petit peu ce flow créatif. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, justement? Je pense que déjà, c'est important de se respecter selon comment on fonctionne. Donc forcément, si tu es plus architecte ou jardinier, c'est important de pas te brider parce qu'on voit pas tous la créativité de la même façon. Les jardiniers et jardinières vont avoir besoin de un peu de ce sentiment de liberté pour pas être bridés dans leur créativité. Les architectes, comme moi, ont besoin de cadres et de structures pour pouvoir se permettre d'être créatifs. Moi, je suis comme ça. Je pense que c'est important de voir la différence entre planifier un roman et avoir une structure, une colonne vertébrale pour ton histoire. C'est-à-dire que forcément, si tu es jardinier, tu vas écrire ton roman en laissant aller un peu ton intuition et en partant dans tous les sens. Mais la structure, elle peut se voir aussi après. C'est-à-dire une fois que tu as pondu ton premier jet, que tu es parti un peu dans tous les sens, c'est un peu comme moi en tant qu'architecte quand je fais du brainstorming, ça part dans tous les sens et après je restructure. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices jardiniers, jardinières. J'en entends des fois aussi dans des podcasts, des interviews. Ceux qui fonctionnent comme ça, souvent ils vont se dire oui, j'ai besoin de ça, mais après derrière, ça demande du cadre et de la structure pour avoir une histoire qui tient la route. Et par exemple, on le voit quand je parle des fois aussi de faire attention à ce qu'on demande en maison d'édition. Tu vois, quand on te demande le synopsis en maison d'édition, c'est pas seulement pour savoir de quoi va parler ton histoire, c'est aussi pour voir si l'auteur il maîtrise la structure de son histoire, s'il sait en parler, s'il connaît le squelette, il connaît un peu le fonctionnement et le schéma narratif de son histoire avec la situation initiale, éléments déclencheurs, péripéties, tout ce qu'on a dit avant, les pivots narratifs, etc. Donc c'est important d'avoir quand même une structure et ça n'empêche pas, en fait, je pense qu'il faut un peu se détacher, tu sais, de cette image du génie créatif qui libère, tu vois, la liberté créative, c'est important, mais il y a quand même des codes dans l'art de façon générale. C'est-à-dire que même demain, tu veux proposer un morceau de musique, et pour produire et vendre un morceau de musique, bah, il va falloir quand même maîtriser les bases de la musique, savoir jouer d'un instrument, comment tu en joues déjà de base. La peinture, pareil, si tu veux vivre de ton métier de peintre, bah, il va falloir maîtriser les codes avant de pouvoir après jouer avec ces codes et t'exprimer. Donc, il y a quand même, j'ai du mal un peu avec les conseils d'écriture, même si j'en propose des fois, je mets toujours un peu, j'essaie de remettre les choses en perspective à chaque fois. Parce que chacun va prendre ce qu'il veut dans les conseils d'écriture, mais il y a quand même des codes. Si tu veux en tout cas le professionnaliser et le vendre, juste tu ponds une histoire comme ça, comme elle te vient. euh, Toi, tu l'auras exprimé de cette façon-là, mais les lecteurs derrière, comment ils vont le recevoir, je suis pas sûre qu'ils vont le recevoir de la façon dont toi, peut-être tu l'avais dans ta tête, tu vois. Et ben, je le vois en bêta lecture, ce qui manque un peu de structure, c'est souvent le sentiment que j'ai, c'est que je sais pas trop où ça va. C'est-à-dire qu'il y a plein de très bonnes idées, mais après, justement, ça manque un peu de structure et de savoir vraiment clairement où on va. Voilà. La structure sert le récit et ne sert pas à l'enfermer, mais plutôt à lui Mm, donner de la puissance, à lui donner de la force. mm, Tu disais que pour pouvoir jouer avec l'art ou pour pouvoir en tout cas commencer à se l'approprier, il fallait déjà en connaître les codes. Ça me mène aussi à la notion de responsabilité et on en parlait rapidement avant d'enregistrer ce podcast.
c'est pas parce que tu écris que tu as tous les droits. On fait Ouais. référence à la polémique, récente Mmh mh. avec un livre, qui est sorti sous couvert de dark romance et qui faisait, en fait, plutôt l'apologie, de la violence sur des enfants, violence sexuelle sur des enfants. Je fais très attention aux termes que j'utilise parce que je voudrais pas choquer éventuellement, les personnes qui sont sensibles à ces sujets-là. Mais il y a aussi une notion de responsabilité, c'est-à-dire que quand tu veux écrire, pour moi, il y a plusieurs manières de faire. C'est soit tu écris dans ta chambre, ton manuscrit reste, pour toi et à ce compte-là, tu fais ce que tu veux avec. Mais à contrario, si tu veux le porter au monde, si tu veux le porter au lecteur, là, tu as une responsabilité, envers tes lecteurs et tu peux en parler de la structure, mais ça va aussi, au-delà à mon sens, par rapport au D'un terme. point de vue, éthique, tu vois? Éthique professionnelle. Toi, est-ce que ça t'est arrivé, de devoir sensibiliser des autoristes que tu accompagnais à ce niveau-là, en leur disant: «Là, attention, ça commence à être un petit peu bord». Si on parle vraiment de sujets sensibles, ça m'est arrivé une fois d'être sur un manuscrit, alors je pense que c'était de la maladresse, mais comme quoi c'est important aussi d'apporter un regard extérieur sur ton travail. Sans donner de détails, on était vraiment sur un sujet problématique. Un Pas vraiment dans ce qu'on a connu là dans la sphère littéraire, mais un truc un peu dans ce style-là. Et donc moi quand je le lis, le but c'est pas justement d'accabler l'auteur ou l'autrice, c'est justement de lui faire remonter l'info, de lui dire pareil, toujours en partant de mes ressentis. Parce qu'après, quand bien même toi tu considères que c'est problématique, l'intention de l'auteur derrière, elle est peut-être maladroite. Donc de lui dire: «Ah là, attention, pour moi c'est problématique». Je lui explique pourquoi pour moi c'est problématique, parce que ci, parce que ça. Là, pour ce cas-là, je lui ai dit: «Je pense pas que c'était ton intention, mais justement, je te le fais remonter pour que tu en aies conscience, pour qu'en plus déjà, je te le fais remonter pour que je comprenne pourquoi tu as voulu faire ça». Parce que je pense qu'il y a une raison pourquoi l'autrice a voulu faire ça de cette façon-là et de lui dire, après: «Je suis ouverte à la discussion, si tu as besoin qu'on en rediscute, pour que tu me dises déjà pourquoi tu as voulu faire ça, pour qu'on trouve peut-être des solutions ensemble». Et c'est important de sensibiliser justement quand tu trouves, des choses qui pour toi sont problématiques, de pouvoir le faire remonter, mais aussi de la bonne façon. Déjà pour pas braquer l'autrice, le but c'est pas de la descendre et de lui prêter des intentions qui n'étaient peut-être pas les siennes, mais justement pour qu'après, l'auteur ou l'autrice rectifie le tir derrière et d'ouvrir la discussion à ce niveau-là, tu vois? De pas te braquer parce que même, tu vois, là, ça m'a touchée sur des points sensibles, d'essayer de mettre de côté, l'humain, tu vois, qui veut prendre le dessus et de rester pro pour, justement ouvrir la discussion et essayer de rectifier le tir derrière, quoi. Pour dénoncer un sujet, il suffit pas de le prendre, de le décrire et d'attendre que ça se passe, tout seul. Il y a des manières de dénoncer et c'est là où, en effet, comme tu viens de le dire, un regard, extérieur peut être intéressant en disant: «Là, ton message n'est pas suffisamment clair, ça peut être associé à autre chose». Comment est-ce qu'on dénonce quand on veut prendre un sujet qui est problématique? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour faire en sorte que ça soit dénoncé et pas juste exposé de manière graphique comme on a pu le voir, l'autrice a essayé de se cacher derrière ça. Ouais. Comment est-ce on prend un sujet problématique et est-ce qu'on le dénonce de manière, vraiment, claire et sans équivoque? Déjà, si tu as envie de te poser sur enfin, de proposer un sujet qui est problématique, parce que peut-être que tu l'as vécu et que ça te tient à cœur d'en parler et de le traiter dans un roman, pourquoi pas? Parce que l'écriture, c'est aussi une façon d'extérioriser et de guérir des choses. Pourquoi pas? Déjà, demande-toi pourquoi tu as envie d'en parler et de quelle manière tu as envie d'en parler. Parce que la façon dont tu vas l'aborder, ça va pas avoir le même impact sur les lecteurs. Parce que quand bien même tu veux parler peut-être d'un trauma que tu as vécu, si ton but derrière, c'est de vendre ton roman et de te professionnaliser, ça concerne pas que toi. C'est que tu vas avoir des gens derrière qui vont le lire, qui vont le recevoir, qui vont peut-être subir ce que tu vas écrire, par rapport à ce qu'on a vu là ces derniers jours. Donc ça demande déjà à choisir l'angle de narration. Comment tu vas amener les choses? Parce que si on parle, de choses graves comme du V, est-ce que ça vaut le coup de décrire de A à Z une scène de V pour dénoncer, la gravité de l'acte? Je suis pas sûre. Tu vois, j'ai montré, là, j'ai partagé un reel justement, sur Instagram avec l'exemple de La vie est belle, le film La vie est belle, qui parle, des crimes de guerre, qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Clairement, on te montre l'horreur des camps de concentration et on te montre quasiment rien concrètement de ce qui s'est passé dans ces camps. On va te montrer les choses du point de vue du regard d'un enfant.
et l'enfant, il a vraiment un regard naïf sur les choses. Il demande à son père: «Pourquoi, le monsieur, il m'a dit qu'on faisait, des boutons et du savon avec les gens?» Juste ça, tu même pas besoin de le montrer. Tu vois la puissance du truc? Juste en passant par le regard d'un enfant, tu pas besoin de montrer du trash, de montrer des choses. Je m'emballe un peu, hein, je suis désolée, mais ce film, c'est un super bon exemple de comment dénoncer une horreur qu'il y a eu en plus. Tu vois, les gens sur cette polémique qu'il y a eu, il y a des gens qui défendaient l'autrice en disant: «Ouais, mais elle, au moins, elle montre le vrai, elle montre la vraie vie». La vraie vie, tu peux la montrer en ayant un peu de pudeur et de respect pour les victimes. Le fait de suggérer, des fois, c'est encore pire parce que tu parlais de show don't tell, tout à l'heure. Mmh, Le fait de mmh, laisser aussi, ton lecteur s'approprier les enjeux et peut-être cogiter aussi en arrière-plan ouais, et recoller finalement les morceaux que tu lui donnes pas, ça peut aussi permettre, mmh, bah, de faire passer ton message de manière beaucoup plus impactante, sans pour autant que ça soit traumatisant. Parce que tu l'as dit aussi, le fait de décrire de manière graphique, c'est pas seulement, ça fait pas seulement passer le message, ça traumatise, en fait et pour sensibiliser, il y a pas forcément besoin de traumatiser. On n'a bah, pas ouais. besoin d'en arriver là, enfin, c'est même contre-productif au final. En fait, le problème, c'est déjà que, tu traumatises les gens, mais imagine une personne parce que imagine, tu as vécu ce trauma-là, tu veux en faire un roman pour dénoncer, pour extérioriser, pour guérir. Donc, dans ta communication, tu vas peut-être aussi t'adresser aux personnes qui ont vécu ce trauma-là parce que peut-être que ça va les aider et leur faire du bien. Donc imagine, tu proposes ton roman tel que cette autrice, l'a proposé à des gens, tu leur dis: «Voilà, mon roman, il va peut-être aussi vous aider à aller mieux». Et des potentielles victimes qui vont lire ça, vont lire une scène et ça va réactiver le trauma. Enfin, tu vois? Donc il y a pas besoin de raconter l'horreur, concrètement, la vraie vie. Tu peux le faire de façon subtile et respectueuse aussi pour les victimes, quoi. Enfin, c'est et comme tu le disais, des fois, moi, ce qui est le plus puissant en écriture ou en lecture, enfin, quand je lis, c'est ce que je vais lire entre les lignes, en fait. Moi, les choses qui me marquent le plus dans un roman, j'ai déjà donné l'exemple, je crois, sur un live, à la croisée des mondes. Je crois que tu as la référence. Il y a une scène, tu sais, avec, Billy Costa, le petit garçon, le petit, gitan, tu vois? Ils font des expériences sur les enfants. Voilà, on est dans un monde de fantasy, un monde fictif où on est relié à un démon, un animal qui est une partie de nous-mêmes et ils font des expériences sur les enfants en essayant de couper le lien entre eux. Tu as une scène où Lyra découvre ce petit Billy Costa dans une cabane replié sur lui-même avec son rat, je crois que c'est un rat, enfin son démon en tout cas, qui est mort et que voilà. Juste, tu le vis à travers les yeux de Lyra, on t'explique pas ce qui s'est passé, tu comprends ce qui s'est passé et moi cette scène, je l'ai lue, j'étais au collège, hein. Effrit vraiment Voilà, à cette scène, ce livre, il est et ouais, c'est traumatisant, enfin, c'est vraiment impactant pour le lecteur. Je vois exactement de quelle scène tu parles et voilà. cette partie du livre, elle est affreuse. Ça me fait penser ce que tu dis aussi à Nox de Louisa, à qui on fait un bisou. Oui. Louisa, on sait que c'est quelqu'un, qui a eu, une vie assez compliquée, qui s'est servi de Nox. Ouais, je l'ai aussi, il est juste derrière moi, derrière le fauteuil, je peux dire ça. Louisa, on te fait des bisous et Louisa a écrit Nox, justement pour se baser sur ses traumas et là où c'est Mmh. très puissant, c'est qu'elle écrit certaines phrases, quand tu as le décodeur, tu les comprends et tu les prends Ah vraiment oui. en pleine gueule, mais elle est pas en train de te dire: «Il m'est arrivé ça, dans ma chair exactement». En fait, elle le suggère et c'est Mmh comme mh. tu disais, d'autant plus puissant aussi, ouais. J'avais une, scène aussi, alors je crois que c'est un roman qui est plus adressé à la jeunesse. Je sais plus. Hem, c'est Animal, c'est Sylalix. Attends. Je vais faire ma recherche. Alors c'est animal avec A, entre parenthèses, ni et mal. Je crois que c'est Cécile Alix, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est un livre, je saurais plus te résumer, mais il y a une scène qui m'a marquée. On suit, un jeune homme ou un petit garçon qui fuit son pays, un pays, je sais plus quel pays africain, pour venir, en France et on le suit pendant tout son périple, justement les difficultés à émigrer, d'un pays, tu vois, pour, en rejoindre un autre. On parle de ça et il y a une scène où justement ils sont en train de prendre la route pour aller prendre le bateau, sur la côte avec des gens, pas très recommandables qui en font un petit peu un business et à un moment donné, bah, tu vois à travers les yeux d'un jeune garçon, d'un adolescent, je sais plus quel âge il a exactement. Hem, un des gars, traînait une fille derrière un buisson
tu entends quelques bruits et le gars revient sans la fille. On te suggère ce qui s'est passé, on te décrit même pas vraiment ce qui s'est passé, tu le vois à travers les yeux du gamin, tu comprends très bien ce qui s'est passé, quoi. Et tu pas besoin de donner les détails. J'avais lu un post qui l'expliquait très bien. En fait, dénoncer, ça consiste aussi beaucoup à montrer soit des sanctions, soit des conséquences, plus que Oui, l'acte en aussi, lui-même, en fait. oui. Attends, on peut, enfin, en fait, c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures parce que là, on parle de suggérer. Après, oui, il y a ça aussi, les conséquences. Tu peux écrire aussi du point de vue du monstre. Ça se fait, du point de vue du monstre. Je pense, alors j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais Le Parfum, tu vois? Où là clairement tu dans la tête du gars, hein, mais y tu vois les mécanismes, tu décris pas le plaisir, enfin si, mais en fait, il y a une espèce de distanciation morale, tu vois? Par rapport à la personne. Moi, il y a un truc qui est très puissant quand tu écris, du point de vue justement du méchant, c'est ce côté, tu sais, dissonance cognitive ou auto-persuasion. Moi, je l'ai vu dans Yellowface de Rebecca Kong où on parle, la nana, en fait, elle est en plein dans l'appropriation, intellectuelle et culturelle. Elle s'approprie le manuscrit d'une autrice et pas seulement parce que c'est une autrice, asiatique, donc qui défend aussi, des choses de son pays, de son origine, de l'histoire de son pays. Et elle est pas du tout, de ces origines-là, donc il y a aussi une espèce d'appropriation culturelle. Elle se fait passer pour, chinoise, je crois. Je crois que c'est la Chine. Donc on dénonce plein de choses et on est dans la tête de la nana du début à la fin. Et ce qui est puissant dans ce roman, c'est que on voit les mécanismes d'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'elle essaye de se convaincre que ce qu'elle fait, c'est bien. Et toi, en tant que lecteur, tu sais qu'elle fait de la merde, tu vois, que c'est pas bien ce qu'elle fait. Et t'arrives quand même pas forcément pas à t'attacher, à avoir des fois de l'empathie, parce que ça joue avec l'ambiguïté, mais jusqu'à la fin, en fait, t'es là, meuf, tu fais de la merde. J'espère que tu vas récolter ce que tu mérites. À aucun moment, justement, dans ce qui s'est passé là ces derniers jours, c'est qu'aussi on romantise des choses qui devraient pas être romantisées. Et à un moment donné, quand tu romantises, tu justifies. Tu donnes raison à la personne qui commet des actes ignobles. Là, à aucun moment donné, même si, bah, quand on dénonce des choses comme ça, on joue un peu sur la complexité de l'âme humaine. Donc forcément, des fois, on peut se dire, moi aussi, je peux être un monstre. C'est la question du monstre. À quel moment, nous, on veut tous être quelqu'un de bien, mais on a aussi des parts sombres en nous. Et donc, ces récits-là, justement, ils nous amènent aussi à nous questionner et à questionner, à poser la question du bien ou du mal. Et toi, comment tu te positionnes? Mais à un moment donné, il y a aussi une certaine distanciation morale dans ce que tu dénonces, quoi. Et tout le monde n'est pas forcément capable de le faire parce que tu vois, c'est typiquement ce Mm. qu'a invoqué l'autrice problématique en question en disant: «Non mais moi le but c'est justement qu'on comprenne ce qui se passe, de montrer que, il y a du mal, qu'on arrive à s'identifier, de rendre les personnages attachants». Sauf qu'en fait, tout le monde n'est pas en capacité d'écrire un livre comme ça, qui dénonce vraiment sans romantiser, qui est capable de se saisir de sujets complexes et c'est là où on parlait Mm. de notion de responsabilité. Il faut aussi savoir rester à sa place. Quand on écrit sur un sujet sensible et qu'on veut le dénoncer, bah, le faire relire par d'autres personnes pour s'assurer que le Ouais. message, il est compris. Voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas parce qu'on est auteur qu'on a le droit de tout faire. Et des personnes qui savent être honnêtes dans leur retour. Parce que là, je crois, je sais plus, hein, mais il me semble que l'autrice a dit: «Je suis entourée d'une équipe exceptionnelle» et tout ça. Donc on se dit peut-être qu'elle s'est entourée de gens. Mais si tu t'entoures de ta sœur, de ta tante qui va te dire: «C'est très bien ma chérie ce que tu as fait, c'est génial, vas-y publie-le». Alors oui, faire lire par son entourage, c'est intéressant, mais à un moment donné, essayer aussi de faire lire par des gens qui sont capables d'être objectifs et honnêtes sur leur retour. Et objectif et honnête veut pas dire, te descendre. Tu vois? Moi, j'ai eu le cas, comme je te disais, d'une autrice où elle a amené un sujet qui pour moi était problématique. C'est être capable de le dire, mais d'être, ouvert à la discussion pour justement, éviter ce qui s'est passé, ces derniers jours. Et on ne fait pas relire aussi, tu vois? Moi, je vais avoir une scène problématique, dans ma saga. J'ai mis une psy dans mon équipe parce que, on ne peut pas faire relire ce genre de sujet. Enfin, il faut qu'on s'entoure, je pense, Ah spécifiquement. oui, Quand on veut traiter ce genre de sujet, ça peut pas forcément mmh, être relu par une bêta lectrice. Tu vois, oui, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en fait, ces bêta lectrices, c'était des bêta lectrices de dark romance et qu'elles, elles ont forcément regardé ça et encore, je ne dis pas que ce livre était de la dark romance, je le reprécise, ça n'a rien à voir. ouais, La dark romance, il y a du consentement, c'est pas du tout le même sujet, enfin voilà, mmh. on fait bien la distinction, ça n'a Oui, rien à voir et l'amalgame, quand elle peut tu se as faire, c'est une parce bêta qu'elle, lectrice elle l'a étiqueté comme dark romance. Donc, c'est vrai oui, qu'on parce que dit ça, mais c'est c'est pas, c'en est pas une. plus facile pour le vendre et je pense que ces nanas-là, elles ont pas analysé le livre en se disant: «Est-ce qu'elle dénonce bien? Est-ce qu'on est bien, dans un Mmh roman mh. qui a un but?» Elles l'ont regardé juste du point de vue sexuel et construction entre les personnages et donc là, on se trompe, complètement de sujet et c'est là où ça devient très grave. Oui,
C'est vrai que moi, je parle de mon point de vue de bêta lectrice, mais quand tu abordes des sujets sensibles ou des sujets particuliers, tu vois, je parle par exemple, tu veux écrire un roman queer et t'es pas du tout, je sais pas, t'es hétéro par exemple, tu veux quand même mettre en avant ces choses-là, mais tu vas parler de choses que tu maîtrises pas, que tu connais pas parce que t'es pas une personne queer. Ça peut être intéressant de faire appel à ce qu'on appelle des sensitive readers, tu vois. Des gens qui sont concernés par le sujet, qui vont pouvoir justement te dire, et leur but, ça va être justement de lire ton roman avec cet axe de lecture-là pour te dire, ça va, ça va pas, ça c'est limite, ça c'est très bien, ça voilà. Tu vois, moi des fois j'ai pu bêta lire des romances MM et donc entre 2 hommes. Je suis pas concernée par le sujet, même si j'essaie d'être ouverte, tu vois? Enfin, je suis ouverte au sujet, mais bon, forcément, je suis pas concernée. Donc des fois, je fais remonter des choses en lui disant: «Là, attention, par contre, essaye peut-être de le faire lire à des personnes qui sont concernées par le sujet parce qu'ils seront mieux, enfin, mieux concernés et peut-être que moi, ce que je te dis là, c'est une connerie. Là, je te donne mon point de vue, mais essaye aussi de le faire lire par des personnes concernées parce qu'ils seront mieux à même de te dire si c'est problématique ou pas, quoi». En effet et justement, ça me mène à la question suivante que je voulais te poser. Donc là, en fait, on parle de bien s'entourer, de professionnels ou pas que d'ailleurs, parce qu'on sait que les bêta lecteurs sont pas forcément des professionnels à chaque fois. Qu'est-ce que ça coûte selon toi de refuser de s'entourer correctement, à long terme? Alors, on sait que des fois ça peut arriver sur le premier manuscrit, mais quelqu'un qui choisirait de ne pas s'entourer et de continuer à écrire tout seul, qu'est-ce que ça peut avoir selon toi comme conséquence? Je dirais déjà une perte de crédibilité auprès de ses lecteurs. Tu vois, si tu parles déjà en plus sur du long terme, c'est que tu publies en indépendant ton premier roman, tu l'as fait tout seul dans ton coin, voilà, ça t'a fait plaisir et peut-être que les retours des lecteurs et des lectrices en face sont pas à la hauteur de tes attentes. Voilà, tu fais ton expérience. Quand on parle d'expérimenter, bah oui, peut-être que tu l'as fait une première fois comme ça parce que tu t'es pas encore bien renseigné sur comment on produit un roman, comment on le vend et tout ça, c'est une première expérience, pourquoi pas. Le problème, c'est que derrière, si tu continues à faire la même chose et la même chose et la même chose sur 2, 3, 4 romans, heu, tu des lecteurs qui pourraient être potentiellement pas intéressés par ce que tu fais. Ils voient que, tu pas progressé entre le roman 2, 3, 4, il y a encore les mêmes problématiques ou ça peut être même juste des histoires de style, de coquilles, de choses comme ça, tu vois? Il y a des gens, ils sont tellement pressés, ils veulent juste avoir leur roman entre les mains pour pouvoir le vendre à papa, maman. En fait, ils font pas relire, il y a des coquilles, il y a des fautes. Tu peux le pardonner sur un premier roman auto-publié, pourquoi pas, mais si c'est toujours le cas sur le deuxième, troisième, quatrième, à un moment donné, tu perds la confiance des lecteurs. Donc ça, c'est un premier point. Et je dirais, quand on parle aussi d'expérimenter et de progresser, tu perds aussi en progression. Parce que en fait, c'est comme si tu te regardais tout le temps le nombril, à dire, enfin, il y a des gens qui sont aussi, on parle de création artistique, dans la création artistique, il y a une part d'ego aussi, hein, chez beaucoup de gens et il y en a qui ont un ego un peu surdimensionné, qui se disent: «J'ai de toute façon, j'ai besoin de personne, j'ai le génie créatif, voilà, je suis un génie incompris». Bah, à un moment donné, le génie incompris, il y a peut-être des raisons d'être aussi, tu vois? Donc avoir un regard extérieur sur ce que tu fais, ça te permet aussi de progresser, d'avoir un retour sur ce que tu fais pour t'améliorer et progresser, quoi et éviter aussi des dérives comme on en a eu, dernièrement. Et tu vois, ça me mène aussi à la responsabilité. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que quand tu veux te lancer en indépendant, le fait aussi de pas faire corriger ton roman, au sens pas t forcément t'entourer, vouloir tout faire tout seul, bah, ça va aussi décrédibiliser, finalement l'ensemble du milieu et tes collègues parce que comme tu l'as dit, on va avoir un roman qui est pas forcément respectueux des codes professionnels, en tout cas. Oui, c'est ça et encore une fois, là, on va en revenir après, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux de la production d'un roman? Tu vois? Si tu le fais, parce que, tu t'es levé un dimanche matin en te disant: «Tiens, si j'écrivais un livre, en plus c'est gratuit sur Amazon KDP, voilà, j'écris mon livre, je le publie, je fais la couverture par ChatGPT et puis voilà, je suis content». Si ton but c'est juste, tu es content, tu as ton livre entre les mains et puis voilà, pourquoi pas? Tu fais ce que tu veux. Mais à partir du moment quand on parle de responsabilité, à partir du moment où tu veux écrire et être lu, donc on parle de vendre, mais on parle aussi juste d'être lu, d'avoir un public en face. Il y a des artistes, même dans la musique, qui te disent, «Moi, je fais mes chansons de mon côté, je les écris, je les compose, je fais l'album. À partir du moment où l'album il sort, il m'appartient plus, parce qu'il appartient aux gens qui l'écoutent, donc à un moment donné, si ton but, c'est de le vendre et d'avoir un lectorat, hem, bah, il faut être crédible quoi, un minimum. Donc respecter, quand on parle d'édition indépendante, moi en tout cas, j'ai tendance à attendre. Alors je suis un peu plus, compréhensive, surtout si c'est des premiers romans, mais j'ai envie d'attendre la même chose qu'un livre sorti en maison d'édition, tu vois?
Sauf que forcément, quand tu es en édition indépendante, c'est toi qui portes tout sur tes épaules, donc oui, c'est plus compliqué. Ça demande un certain investissement, mais encore une fois, la responsabilité, elle ne repose que sur toi quand tu es en indépendant. Donc c'est important d'en avoir conscience. Et Ah ouais. quoi qu'on veuille l'accepter ou pas, cette responsabilité, elle est là, en fait. À partir du moment Ah où on oui! publie, elle arrive avec le livre. De toute façon, ta responsabilité quand tu es en indépendant, elle repose sur toi et que sur toi. Et là, on parle même, de ce que tu produis en termes de crédibilité. Mais même si tu publies des choses problématiques, demain, ça te tombe dessus, tu es en indépendant, c'est pour ta pomme. Alors que si c'est problématique, tu es en maison d'édition, la maison d'édition, c'est elle qui se porte responsable de ton livre. Donc à un moment donné, tu veux produire des livres, tu veux les vendre, tu veux t'adresser à un public, renseigne-toi déjà sur ce que ça implique. Tu vois, il y a des gens, des fois, demain je veux je veux écrire un livre. Tout le monde, tu regardes les statistiques, 50-60 des Français rêvent d'écrire un livre, un truc comme ça. Après, il y a un faible pourcentage qui arrive à aller au bout, mais si on veut tous écrire un livre quasiment, tu vois, en termes de statistiques. Après, il y a écrire un livre et écrire un livre, quoi. Donc, si vraiment c'est ton rêve, si vraiment c'est ta passion, renseigne-toi sur comment on écrit un livre et pas seulement juste sur la technique d'écriture et tout ça, sur comment on le produit, comment on le vend. Intéresse-toi au milieu de l'édition. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils n'y connaissent rien. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont écrit 3 livres en 3 mois avec ChatGPT. Je leur parle du milieu de l'édition, ils connaissent pas, ils connaissent pas. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ça dépend ce que tu recherches avec l'écriture d'un livre, quoi. En effet, il faut connaître le marché dans lequel on va, amener son produit Mmh. et les rôles et responsabilités que ça va impliquer. C'était, un résumé, parfait de la réalité. Maintenant, on va rentrer dans la tête des autrices que tu accompagnes, parce que Oui. du coup, tu en parlais, rapidement tout à l'heure, bêta lecture, il y a aussi quelque part finalement un rôle, de coach, d'accompagnant parce que tu vas aussi, aider la personne en face de toi à progresser. Donc selon toi, quel est le plus gros bloquant, en réalité, des autrices qui viennent te voir et comment est-ce que tu les aides à le travailler? Ce qui ressort, je dirais, globalement, parce qu'il y a plein de choses, mais je pense que ça se regroupe sous un point, c'est le manque de confiance en soi et de légitimité, déjà. Et lié à ça, c'est au-delà de ça, c'est plutôt, comment dire? Hem, alors ça rejoint la notion de responsabilité, mais c'est plus du point de vue, assumer ses décisions, être conscient de ses décisions, en fait, assumer ses choix et ses décisions. C'est-à-dire que quand bien même tu demandes un retour sur ton roman ou même 5 retours sur ton roman, tu vois? Très souvent, moi, j'ai des gens qui me disent: «Ouais, j'ai reçu 5 retours de bêta lecture. Il y en a un qui m'a dit: "Mon personnage, il est incroyable" et l'autre, il m'a dit: «Ton personnage, il est problématique. Je fais quoi?». À un moment donné, c'est aussi donc se faire confiance pour, assumer ses choix. Pourquoi tu as fait tel choix? Pourquoi tu as proposé tel personnage? Et de l'assumer jusqu'au bout. En fait, c'est vraiment, renforcer moi, ce que je viens souvent renforcer, au-delà de faire un retour, c'est cette capacité à prendre des décisions sur son roman. À prendre des décisions, à les porter et à les assumer. Mais aussi en avoir conscience, tu vois? C'est pour ça aussi que je fais remonter les choses. Des fois, je fais remonter en me disant: «Je sais pas si c'est son intention, mais je le fais remonter comme ça, au moins elle a l'info et après elle en fait ce qu'elle veut». Voilà. Mais c'est vraiment, ouais, cette notion de confiance en soi et de prendre tu es chef d'entreprise au final. Donc c'est à toi de prendre tes décisions. On aura beau te dire: «Ouais, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça». À un moment donné, c'est toi qui prends tes décisions, tu vois? Et pour un roman, c'est pareil. Et est-ce que tu remarques une différence à ce niveau-là entre les hommes et les femmes? J'ai pas eu beaucoup d'hommes, j'en ai eu qu'un. Pour le moment, j'en ai eu qu'un. Là, je sais que j'ai une 2e demande pour un homme, mais alors je pourrais pas te parce que le seul, auteur que j'ai eu, c'est typiquement un auteur qui je lui ai fait mon retour, il m'a dit: «Merci, ça m'aide beaucoup» et après, plus de nouvelles. Parce qu'il y a des gens qui voilà, qui se débrouillent par eux-mêmes, ils ont eu leur retour, ça leur suffit. Donc je t'avoue qu'à ce niveau-là, je pourrais pas j'ai quand même une audience et des clients, j'ai quand même une audience assez féminine. Alors peut-être que ça évoluera avec le temps, mais là, je le vois d'ailleurs dans les j'ai beaucoup, la première année, j'ai eu beaucoup d'abonnés, en tout cas en termes d'abonnés sur Instagram, quasiment que des femmes. Et là, ces derniers temps, ça devient un peu plus mixte et j'ai des hommes qui s'abonnent. Donc je pourrais pas Alors te faire là, de sans retour. sans vouloir porter un jugement sur les genres, bien sûr. Moi, la Mmh question mh. que je me pose, me dit que quand même en termes de société, j'ai l'impression que les autrices se posent beaucoup plus de questions, se remettent beaucoup plus en question sur la qualité de leur texte, la structure, sont beaucoup plus dans cette recherche finalement
de perfection. Et le deuxième point que je remarque à titre personnel et qui n'engage que moi encore une fois, c'est que en effet, il y a vraiment du mal à prendre une position et à la tenir parce que j'ai un peu le sentiment qu'on nous répète quand on est autrice qu'il faut pas faire trop de bruit, qu'il faut pas réussir trop fort, qu'il faut pas être trop fier de son livre. D'autant plus quand on est une femme, c'est lié aussi un peu au fait d'être une femme, hein, parce que dans la société aussi, faut pas qu'on fasse trop de bruit, faut pas qu'on s'exprime trop, faut qu'on soit discrète, enfin, tu vois? Je pense qu'il y a aussi un truc qui se joue aussi à ce niveau-là. Et tu vois, voilà, je pense que c'est aussi un peu notre rôle à nous en tant que, bah, professionnels du monde du livre, d'accompagner les autoristes là-dessus, ne serait-ce que Mmh. déjà à en avoir conscience et leur dire: «Bah, si, il faut que tu prennes ta place. Si ton roman, Mmh, il est mmh mh. bon, bah, tu as le droit de le dire, tu as le droit d'en être fier, tu as le droit de l'assumer et ça Ouais. s'appelle pas se vanter», tu Et là, c'est là où je mets un peu plus ma casquette de coach. En général, c'est aussi un peu, venir, nourrir et réveiller cette confiance en soi, ce sentiment de légitimité. Je le fais beaucoup aussi sur Instagram. Je fais aussi beaucoup de posts à ce niveau-là, au niveau de la déculpabilisation, la confiance en soi et tout ça parce que, bah, c'est important aussi, à un moment donné, si tu veux vivre de cette activité, oui, c'est ça, de porter ton projet, de l'assumer et ça veut pas dire que forcément tu dois rester figé dans une posture à durée indéterminée. Enfin, tu peux aussi, quand je disais qu'on évolue aussi dans notre communication, c'est pareil, tu vois. Donc c'est pas parce que et puis la confiance en soi après tu vois c'est pas un truc qui est stable, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu le vois quand tu lis ton roman, il y a des moments où tu es super fier de ce que tu écris puis le lendemain tu vas le lire, tu vas dire c'est de la merde. Donc je pense que c'est important de l'entretenir en tout cas et c'est souvent quelque chose ouais que je viens travailler derrière à pousser les auteurs et les autrices, du coup plus les autrices à être fières de ce qu'elles font et à l'assumer et à le porter. C'est pas parce que des fois, moi, je viens questionner certaines choses. Moi, en bêta-lecture, souvent, je viens questionner. C'est pas, j'essaye, tu vois, d'éviter d'être, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. J'essaie plutôt de dire pourquoi tu fais ci, parce que moi, ça me fait plutôt penser à ça, etc. Et après, je pose des questions pour que l'auteur ou l'autrice derrière s'affirme, tu vois, en disant ouais, tu me poses la question, moi je l'ai fait parce que si, parce que ça. Et après, on peut en discuter parce que c'est pas figé. Tu peux aussi te remettre en question. C'est bien aussi de se remettre en question. Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus tard dans le podcast. C'est là aussi que ça demande à mettre. On a tous un ego. On a tous un ego. Mais c'est important des fois d'accepter les remarques et les critiques pour se remettre en question. Mais la remise en question, à un moment donné, c'est pas une porte grande ouverte. Il faut aussi savoir se positionner et s'affirmer et être fier aussi de ce sur quoi on se positionne, quoi. Est-ce que toi, il y a d'autres choses aussi que tu remarques souvent et que tu passes du temps à déconstruire quand tu fais tes coachings et tes accompagnements? Il y a la question, de ne pas être trop enfin, souvent, surtout quand tu es dans l'élan, tu vois, d'écrire un roman, tu voudrais presque l'avoir tout de suite entre les mains, quoi. Et il y a un truc que je viens souvent, ou sur lequel je viens souvent mettre le holà, même dans ma communication sur Insta, sur les réseaux, c'est de ne pas être trop pressé, de prendre le temps. Parce que déjà, en plus, on est dans une société qui nous pousse à toujours produire plus, vite, voilà et pas forcément bien. On veut tout de suite et on veut réussir tout de suite, tu vois? C'est ce qu'on disait aussi en début de podcast, dans une entreprise, on voudrait déjà être riche et célèbre dans 6 mois. Mais en fait, écrire un livre et un livre de qualité professionnelle, ça prend du temps. Et on le voit, en fait, les gens qui prennent pas le temps, j'ai déjà lu des livres auto-édités où je me suis dit, ça manque de temps de maturation. Tu vois, pas forcément de qualité de plume et tout ça, mais ça manque du temps. Et en fait, des fois, les gens sont tellement pressés qu'ils brûlent les étapes et c'est là aussi où on voit les gens qui veulent pas s'entourer parce que j'ai besoin de personne, puis j'ai pas le temps. Tu vois, quand je te parle de quelqu'un de mon entourage qui te produit, 3 livres en 3 mois, je les ai pas lus. Je suis pas sûre de la qualité derrière. Mais ouais, vraiment cette notion de prendre le temps et tant que tu pas engagé auprès d'une maison d'édition qui te dit: «Il faut que tu on ait un manuscrit, dans 6 mois», prenez le temps. Prenez le temps, quoi. Et là, j'entends déjà, une remarque qu'on peut nous faire. On va nous dire: «Oui, mais les lecteurs, ils nous demandent de sortir des tomes tous les 3 mois, ils savent plus attendre, donc on est obligé de se dépêcher». Qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux qui auraient tendance à nous dire ça? Je vais le transposer à un autre domaine. Ton artiste préféré, il te sort un album. T'es pressé d'avoir le prochain album, mais est-ce que forcément il est obligé de te le sortir l'an prochain ou dans 2 ans? T'as les artistes, ils prendront le temps que ça prendra. Il y en a qui vont être hyper productifs, qui vont te pondre un album par an. Et puis il y en a, ils ont besoin de prendre le temps. Et à un moment donné, oui, tu as peut-être la pression extérieure, mais encore une fois, c'est toi qui, si tu es en une édition indépendante en plus, tu es chef de ton entreprise, donc tu as déjà cette entreprise à gérer, mais tu as aussi ton, enfin,
ton bien-être et ta santé aussi à côté. Et à un moment donné, oui, il faut produire, oui, il faut faire rentrer l'argent, mais si tu veux être à ton compte, si tu veux être indépendant, je pense que c'est aussi, parce que tu veux respecter un peu plus ton rythme, ta façon de fonctionner, tes valeurs. Moi, tu vois, je m'en suis rendu compte, je pensais pouvoir avoir un roman, prêt à être envoyé en maison d'édition fin 2025. Je suis toujours en train de commencer à écrire la version 3. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra et puis c'est comme ça, quoi. Je comprends totalement ce point. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis sur mon tome 1, donc en effet, prendre le temps des fois, c'est pas forcément plus mal et tu vois, je viens de passer un week-end avec, 5 autres autrices qui sont plus Oui. expérimentées que moi et c'est ce qui revient aussi. Le fait de Mmh. prendre le temps, qu'elles sont Mmh. allées trop vite sur certaines décisions comme s'il y avait le rush et elles m'ont dit: «En fait, personne t'attend, il faut prendre le temps, en fait et sortir un truc». Après, il y a une espèce de, d'engouement, tu vois? Forcément, tu es hypé par ton projet, tu as envie qu'il voit le jour, donc forcément, des fois, tu es pressé et tu es pressé au point, des fois, de brûler les étapes. Alors que peut-être que tu aurais rendu un roman beaucoup plus intéressant si tu prenais le temps, de l'écrire déjà et de le retravailler. Et c'est quand je te parle de la personne de mon entourage, quand je lui pa qu'elle me dit: «Bon, bah, ton roman, tu toujours pas fini de l'écrire?» Je fais: «Si, j'ai fini de l'écrire, mais il faut que je le réécrive, hein, retravaille, parce que là, c'était un premier jet, hein. Si je le publie tel quel, pourquoi pas, hein, mais je suis pas sûre d'avoir le succès derrière. On m'a fait remonter des choses qui pouvaient être légèrement problématiques, donc c'est bien aussi de le retravailler», tu vois? Donc enfin, prenez le temps. Un roman, ça prend du temps. On parlait tout à l'heure des choses que tu déconstruisais avec, tes coachés et notamment, voilà, toutes ces histoires de confiance. Selon toi, quelle est, à contrario, la plus grosse qualité ou la plus grande force, des autoristes, mais qu'ils ou elles n'utilisent pas suffisamment selon toi, qui est un peu sous-exploitée? Leur différence. Parce que tu sais, il y a aussi cette question des fois: «Ah, je sais pas si mon idée elle est assez originale, je sais pas», voilà. Hem, on dit souvent que tout a déjà été écrit. Mais ce qui va faire que ton roman est génial, c'est parce que c'est toi qui l'as écrit, de la façon dont tu l'as écrit, avec, tes mots, ton positionnement. En fait, pour moi, on a tous quelque chose à apporter au monde et on s'en rend pas compte et c'est en lien avec le manque de confiance en soi. C'est que des fois, on se dit: «Ah, je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si ça va plaire et tout ça». Moi, je trouve ça beau justement, tu vois, qu'on a tous une vision des choses, on a tous quelque chose à apporter et là, je le relie plus, voilà, au côté artistique du truc. On aurait pu, relever des points un peu plus techniques ou autres, mais pour moi, c'est vraiment ça. On le voit aussi en termes de communication, tu vois? Qu'est-ce qui fait que ton compte va marcher plutôt qu'un autre sur exactement le même domaine? C'est parce que tu seras toi et authentique et pas parce que tu ressembleras au voisin d'à côté, quoi. Pas parce que tu vas faire exactement la même chose que la personne d'à côté et qui te ressemble pas. Et ça vaut aussi en écriture comme, en entreprise. Oui et ce côté différent aussi va faire qu'on va se souvenir de toi et Mmh. on va te mémoriser finalement dans la masse de personnes autour. Ah oui. J'ai une personne il y a pas longtemps que j'ai eu en bêta lecture, elle me dit: «Ah bah, je me suis tournée vers toi, j'ai été en contact avec, une autre bêta lectrice. J'ai absolument rien à lui reprocher, mais je connectais plus avec toi, donc c'est vers toi que je me suis tournée». Mais parce que, c'est de l'humain en fait, il y a de l'humain derrière et tu choisis pas avec qui le feeling passe plus qu'un autre, avec qui tu t'identifies le plus ou pas. Là, c'est même pas une question de remettre en question les qualités d'un pro ou autre, c'est juste l'humain et plus tu vas être toi et plus tu vas être authentique et plus tu vas avoir des gens aussi qui te ressemblent et qui vont être intéressés par ce que tu proposes parce qu'ils s'identifient d'une certaine façon à toi, tu vois? Eh beh, c'est une belle ode à la différence, je trouve, merci Maria pour ce pour cette précision. Je voulais qu'on revienne sur le fait de bien s'entourer parce que c'est pas forcément toujours évident, tu vois, quand on démarre, bah, de bien s'entourer, même si on sait que c'est nécessaire et qu'on en a envie. Il peut y avoir des enjeux financiers, il peut y avoir des enjeux aussi, bah, d'avoir peur de pas trouver la bonne personne ou de se faire avoir. Déjà en termes de timing, selon toi, à partir de quel moment, une autrice ou un auteur doit-il commencer à s'entourer par rapport à son projet? Ah, c'est propre à chacun, je dirais. Parce que, tu vois, moi, par exemple, sur un pro alors c'est moi et ma façon de fonctionner, sur un projet de roman, pour moi, au début, il y a quelque chose d'assez intime et j'ai besoin de garder les choses pour moi, pendant un certain temps. Je commence à m'ouvrir justement quand j'ai commencé une première réécriture pour commencer à le faire lire à d'autres personnes. Il y a des personnes qui, à l'inverse, vont avoir besoin de s'entourer justement dès le début. C'est-à-dire, soit même avant d'avoir commencé à écrire, parce qu'ils ont besoin d'être un peu guidés et accompagnés. C'est ce que j'aimerais proposer justement en coaching d'ailleurs, de se lancer comment se lancer dans un projet d'écriture parce que c'est peut-être leur premier roman, ils savent pas trop, ça peut être intéressant. Hem
Après, il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin d'être entourés en cours d'écriture. Tu vois, quand on parle d'alpha lecture, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un avis. C'est Thibault Lafargue qui a écrit Le Bouffon de la Couronne. En interview, il disait que lui, il fait appel à des alpha lecteurs parce qu'il préfère qu'on te dise que tu fasses, que t'as pas pris la bonne direction au chapitre 3 et de rectifier le tir tout de suite, plutôt que d'avoir écrit le roman en entier et qu'on te dise au chapitre 3 il y a un problème, il va falloir tout réécrire, quoi. Donc, je pense que c'est propre à chacun. Dans tous les cas, c'est important de s'entourer avant publication. Justement, je parle de relecture de manuscrits. Après, il y a aussi les corrections, le graphisme et tout ça. Le côté un peu plus entrepreneurial, parce que si tu es en indépendant, ça peut être bien aussi de faire appel à des gens comme toi, tu vois. Pour savoir comment monter son projet, comment le penser, comment se positionner, comment communiquer. Ton roman, il sort, mais c'est pas au moment où il sort qu'il faut communiquer. Il faut quand même prévoir la communication en amont, orchestrer le lancement pour que le jour J, tu déchires tout en termes de vente. Donc, c'est un projet qu'il faut, tu vois, quand tu te lances en création d'entreprise, en général, je sais pas si tu te fais accompagner, on va te dire, quel est ton projet d'entreprise, à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu veux proposer. Limite, quand tu es dans un projet de roman et que tu veux vraiment te professionnaliser, c'est intéressant de le penser déjà en amont. Et si tu débutes, si tu sais pas où tu vas, ça peut être bien de s'entourer, de bien s'entourer des bonnes personnes pour justement te guider dans le processus, quoi. Ça dépend où tu te situes. Si tu as déjà des bases en communication, marketing, et encore, même si tu as des bases, c'est bien d'avoir aussi un retour extérieur sur ce que tu fais, tu vois. Parce que t'as pas le même regard sur ce que tu fais toi que sur ce que font les autres. C'est très juste, on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. Je vous confirme que Oui, c'est le cas dans tous les métiers, hein. C'est très difficile d'être objectif, hein, pour soi-même. moi, c'est une crainte que j'avais en envoyant mon roman en bêta lecture. J'avais peur que, tu vois, des gens se disent, les bêta lectrices, forcément, son manuscrit, il va être carré, il va cartonner. Ah non! Non, non, on est tous logés à la même enseigne. Et j'avais peur, tu vois, qu'on soit un peu trop j'aurais dit, hein, en bêta lectrice, n'ayez pas peur d'être exigeant, hein. Je veux d'honnêteté, n'ayez pas peur d'être tatillon et tout ça, il y a aucun problème. Mais j'avais peur qu'on s'attendait à un manuscrit de qualité, soi-disant parce que t'es bêta lectrice, forcément, ton manuscrit, il déchire. Alors que, non, on est tous logés à la même enseigne. Ça me fait penser à cette image, du médecin, c'est pas parce que tu es médecin que tu peux pas avoir la grippe, en fait. Bah, c'est pareil, quand tu es bêta lectrice ou, Mais marketeuse ou peu importe, tu ah peux oui. toi aussi avoir tes zones d'ombre et heureusement, on reste des êtres humains, quoi. Dans un autre domaine, tu vois, quand je te disais que j'ai commencé, mes études avec la formation d'éducatrice de jeunes enfants, on est là sur, accompagner l'enfant dans son développement, l'éducation, la parentalité et tout ça. C'est pas parce que tu es éducatrice de jeunes enfants que tu seras une mère exemplaire, hein, tu auras tes défauts, tu auras pas le même recul sur ton enfant que sur les enfants que tu accompagnes en structure. C'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément de schéma type, chacun s'entoure au bon moment, même s'il y a quand même entre guillemets «des étapes à respecter» comme la bêta lecture, la correction, voilà, qui sont Mmh. plus ou moins, standards. Comment on identifie les bonnes personnes pour nous? Parce que, quand on débute et qu'on n'a pas encore constitué son équipe, notamment en tant qu'auteurice indé et qu'on doit choisir, moi j'appelle ça des partenaires, j'appelle pas ça des Ouais. prestataires. Comment est-ce qu'on identifie les bonnes personnes et à contrario, quels sont les éventuels red flags qui devraient nous alerter quand on est en recherche pour s'entourer de professionnels? Je pourrais te donner plein de points techniques, mais je vais revenir à un truc pour moi qui est important, c'est l'humain. C'est-à-dire que si l'humain et le feeling, parce que tu vois, si tu vas vers des personnes où il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit: je suis pas sûr que ce soit la bonne personne». En général, si tu t'écoutes, tu le sais, tu vois? Il y a déjà un premier tri qui se fait, en tout cas à ce niveau-là, c'est que forcément tu vas être plus attiré vers des gens qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi. Intéressez-vous surtout aux gens, qui vont avoir les mêmes valeurs, la même vision et le surtout le respect du pour moi, ce qui est alors après c'est moi et mon point de vue d'état lectrice pro, le respect du travail de l'auteur quoi qu'il arrive, tu vois? C'est pas parce que tu fais un appel à quelqu'un d'extérieur qui doit te diriger, te dire ce que tu dois faire, écrire à ta place, te dire comment tu dois écrire ton roman. Tu peux suggérer des choses éventuellement, tu vois. Mais comme je disais, l'auteur, c'est à lui de prendre des décisions, c'est lui qui fait des choix. Et après, aller vers des gens aussi qui ont des bons retours. Aller demander, tu vois, moi, des fois, j'ai des gens qui savent pas trop et qui me demandent, mais est-ce que du coup, tu aurais des contacts de gens qui ont déjà travaillé avec toi pour savoir ce qu'ils en disent et tout? Parce que c'est vrai que à part sur mon site, je partage pas forcément des retours de clients, tu vois. On le dit qu'il faut le faire. C'est vrai que moi, dans ma communication, je sens que j'ai pas le besoin de le faire. C'est un positionnement, c'est un choix.
Mais par contre, j'ai des gens qui me demandent, je leur dis: «Je vais demander à des auteurs avec qui j'ai travaillé récemment s'ils sont OK pour passer ton contact. Comme ça, tu vois avec eux, tu en discutes». Donc hésitez pas aussi à demander, tu vois? Des parce que les retours, malheureusement, sur un site internet, ça peut être fake, tu vois? Tu peux facilement inventer des retours, faire des captures d'écran de messages que tu t'as envoyés à toi-même, enfin, c'est facile à faire. Donc hésitez pas à aller demander, aux justement, à des personnes qui ont travaillé avec ces prestataires-là pour voir, ce qu'on en dit, et aller creuser l'expertise de la personne. C'est aussi pour ça que je dis que c'est en tant que prestataire de service, c'est important de communiquer, d'être transparent sur sa façon de travailler. C'est aussi comme ça que vous allez inspirer confiance, à des potentiels clients. Là, tu vois, ce que je dis, ça peut valoir aussi pour les auteurs et les autrices dans leur communication. Moi, tu vois, par exemple, je sais que je commence à regarder, pour une future bêta lecture pro parce que j'ai fait une première phase en bénévole. La deuxième, sur un manuscrit un peu plus retravaillé, je voudrais faire appel à une pro. Donc, je suis déjà en repérage et hésitez pas à vous laisser le temps, tu vois? De repérer des gens, pas tout de suite vous précipiter, d'aller chercher sur Google, bêta lecture professionnelle et de prendre le premier site et de faire appel à la personne. Essayez déjà de voir, comment est fait le site, qu'est-ce que propose la personne, allez voir ses réseaux sociaux si elle en a, comment elle communique, est-ce que vous vous sentez en confiance ou pas? Et ouais, prenez le temps de repérer la bonne personne pour vous et ayez pas peur. Moi, ce que je dis souvent, c'est, communiquer. Communiquer en amont, pendant, après, pour poser déjà, vous, vos attentes et voir si, toi, tes attentes correspondent au prestataire et à ses capacités et à son expertise. Il y a autre chose aussi qu'on n'ose pas souvent faire, mais tu vois, je trouve que les bons professionnels ont tendance à le proposer et c'est rassurant, c'est de faire un test. Tu vois, Oui, typiquement, avant d'envoyer tout ton manuscrit à un mmh, correcteur ou une correctrice, peu importe, tu peux lui mmh, demander de tester les 2-3 premiers chapitres. Alors tu le payes, hein, ouais, bien évidemment, mais ça évite de t'engager, sur 1 500 balles, et oui, ça permet de voir comment travaille la personne et je pense que tu vois, un vrai red flag, typiquement, c'est quelqu'un qui refuse de répondre à tes questions ou qui te fait oui. sentir que tes questions sont stupides. En fait, au bout d'un moment, ça fait partie du métier de répondre aux questions, de Ah oui, rassurer, d'écouter et déjà un professionnel qui refuse de répondre aux questions, qui prend pas le temps, qui est dans le rush et cetera, ça pour moi, c'est un vrai red flag parce qu'on en parlait tout à l'heure, les professionnels comme ça, notamment qui travaillent sur le texte, ils ont aussi un rôle d'aider l'auteur à progresser en améliorant le texte, en expliquant mmh. pourquoi. Il y a beaucoup de pédagogie, en fait, finalement, c'est Ah pas que oui. juste de la correction. Bah, je vais rebondir sur un post que j'ai fait récemment. Voilà, là, je parlais d'un groupe Facebook où on propose de la bêta lecture bénévole. Mais même en bénévole, tu vois, je considère que tu as une certaine responsabilité quand même, dans le sens où tu es censé apporter un retour objectif, pas forcément de façon hyper poussée et construite que quelqu'un en professionnel. Tu apportes un retour, mais j'ai déjà vu sur des groupes Facebook de gens qui disent, «Ouais, enfin moi, les bêta lectures, enfin le texte il est trop mauvais, j'arrête, parce que bon, c'est trop mauvais quoi. J'ai pas de temps à perdre». Puis à un moment donné, c'est ce que j'appelle moi un peu les risques du métier. Tu te confrontes pas à un texte déjà publié, tu vas te confronter à un texte, tu vois? Moi quand j'accepte des premiers jets, j'accepte aussi des textes qui sont blindés de fautes et d'incohérences parce que pour le moment, alors oui, c'est compliqué de passer au-dessus, mais j'accepte de jouer le jeu. J'accepte de jouer le jeu parce que, tu des auteurs et des autrices pour le moment, les fautes d'orthographe, les coquilles et tout ça, c'est pas leur priorité. Donc tu et en fait, faut arrêter de le but, c'est d'aider l'auteur à améliorer son texte. À quel moment tu l'aides à améliorer son texte si tu lui dis, «Ciao, c'est trop mauvais», quoi? Le texte, il est potentiellement mauvais. Moi, j'envoie mon roman en bêta lecture, j'ai conscience qu'il est pas terrible. Donc si tu lui renvoies: «Ouais, c'est mauvais», en quoi tu l'aides? Donc aller vraiment vers des gens qui sont ouverts justement à l'accompagnement. C'est pas juste faire un retour, c'est vraiment accompagner l'auteur. Et se mettre aussi au service de l'histoire et ça revient aussi à ce que tu disais Oui. tout à l'heure quand tu disais, un bon professionnel, c'est aussi quelqu'un qui va pas essayer d'écraser ton histoire, d'écraser tes convictions, de faire rentrer, ton style ou Mmh. ton intrigue dans des cases. Faut aussi rechercher quelqu'un tu vois, moi, c'est clairement ce que je t'ai dit aussi quand je t'ai fait le brief pour la bêta lecture. Je t'ai dit: «En fait, là, c'est pas mon ego, ce qui compte, c'est l'histoire, en fait. Je veux que tu Mmh. m'aides à emmener l'histoire le plus haut possible». Parce que je pense que c'est aussi ça le rôle typiquement, par exemple, d'un bêta lecteur ou d'un correcteur. C'est-à-dire, on n'est pas là pour, comme tu le disais, juger l'auteur ou nous montrer qu'on sait mieux faire. Mmh. On est là pour aider à progresser et dire: «OK, est-ce que là, l'histoire, elle est au maximum de ce qu'elle peut offrir au lecteur ou est-ce qu'on peut l'emmener encore plus haut, quoi?» Oui, c'est ça. Aller vraiment vers des personnes
aussi qui savent être ouverts et se remettre en question. Moi, je le dis tout le temps en bêta lecture, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une posture de bêta lecture professionnelle, de bêta lectrice pro, que je sais tout, que j'ai raison, que je détiens la vérité absolue. J'ai quand même des biais et ma propre vision de l'écriture qui m'appartiennent. Donc forcément, quand je te fais un retour, c'est biaisé aussi, même si j'essaye d'être la plus, objective possible. Pour vous, sérieux? Allez! Même si j'essaie d'être la plus objective possible, forcément, je suis influencée aussi par ma façon de concevoir l'écriture. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir confiance en soi en tant qu'auteur et autrice, de savoir prendre des décisions parce que même si je te fais un retour, tu pas obligé de le c'est bien de le prendre en considération, de l'entendre, mais après c'est à toi de savoir si tu le prends en compte ou pas, tu vois? Et donc c'est bien aussi d'aller vers des professionnels qui sont capables d'avoir ce recul-là et de pas prétendre: «J'ai la science infuse, je connais tout, donc tu dois m'écouter parce que j'ai forcément raison». C'est un partenariat, comme tu dis, c'est un partenariat, c'est un échange, donc il faut être ouvert aussi à la discussion et à la communication. Mais à contrario, du coup, quand on est auteur, qu'est-ce que ça va vraiment impliquer de s'entourer de professionnels, de notre point de vue en tout cas? Est-ce que ça va avoir une implication et à quoi il faut qu'on soit prêt? Bah, comme je tout à l'heure, tu vois, je te parlais, c'est savoir un petit peu mettre son ego de côté. C'est toujours délicat, hein, d'avoir un retour sur son texte, enfin, ça dépend quel recul tu as. Il y a des gens qui sont capables de tout entendre, de tout encaisser. Ça reste quand même quelque chose de relativement intime et personnel, donc c'est toujours dur d'entendre, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a peut-être des choses problématiques, tu vois, comme je les fais remonter, ça arrive, voilà, on fait tous des erreurs, on a tous des biais, on est humains. Mais ça demande quand même d'être prêt à entendre les retours, s'ils sont bien faits, si c'est fait avec dans le respect, la bienveillance et tout ça, d'être prêt à les entendre, et de garder, ouais, une certaine, ouverture d'esprit. Comme je disais, tu vois, c'est bien de l'entendre, après, c'est tu pas obligé de le prendre en considération, tu vois? Donc ouais, c'est ça, ça implique surtout d'être en capacité d'entendre et d'être prêt. Donc c'est tu vois, quand je disais: «Il faut pas être trop pressé», c'est ça aussi, c'est-à-dire que des fois, tu es peut-être pas encore prêt à exposer ton texte à quelqu'un, tu vois? Moi, quand je dis que j'ai besoin d'un temps pour avoir mon texte, rien que pour moi, je sais pas, j'ai un côté mère poule, j'en sais rien. J'ai besoin de garder ça pour moi un certain temps avant de me sentir prête à l'exposer à un regard extérieur et ça, il faut être prêt, tu vois? Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est normal que ce soit difficile aussi, on peut le dire, Ah mais oui. par contre, pour que la personne en face puisse bien faire son travail, comme tu disais, il y a aussi un travail sur nous-mêmes pour être capable de recueillir tout ce Ouais, re Ça t'est c'est ça. arrivé toi de tomber, d'avoir des cas comme ça où la collaboration s'est mal passée et tu es tombée face à quelqu'un qui, finalement, malheureusement, n'était pas prêt à recueillir tes retours? J'ai pas de voix, j'ai pas de vraie voix. J'ai envie de dire, je touche du bois. Pour le moment, non. Pour le moment, mes collaborations sont bien passées. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont peut-être vexés sur ce que j'ai pu dire? Parce que comme je te dis, j'ai des auteurs, après j'ai plus de nouvelles, à part un merci, je suis contente d'avoir mon retour. Mais dans ce cas-là, on me l'a pas dit, peut-être, et je suis ouverte à la c'est ce que je dis, je rappelle tout le temps en fin de mail, en fin de compte rendu, si tu as besoin qu'on rediscute de certains points, si tu as des questions, si tu as envie de revenir sur certains trucs, je suis là pour en parler, tu vois? Parce que c'est important, parce que peut-être moi aussi, hein, je peux avoir, quand bien même j'essaye de faire attention à comment je formule les choses, à essayer d'être, objective et bienveillante et tout ça, je peux être maladroite. Je peux faire une bourde et puis même sans être maladroite, il suffit que tu pointes un truc qui fasse mal, ça peut être bien d'en discuter justement. Ça m'est pas encore arrivé. Le seul truc qui a pu m'arriver, c'est juste, bah, tu un devis, t'as pas de réponse, quoi. Ça fait partie du métier, malheureusement, ça arrive. Mais sinon, non, pour le moment, j'ai de la chance et toujours eu des collaborations qui se sont bien passées. Et on en profite pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, quand vous demandez des devis à des prestataires, donnez une réponse. C'est pas grave de dire que le montant est trop élevé pour vous ou que Oh, c'est pas, dans vos moyens pour l'instant. Les gens ont l'impression que la personne va se vexer ou que ça va la blesser ou alors qu'elle va essayer de nous convaincre à tout prix. C'est pas le cas. Mais la personne, mmh, elle a pris du temps pour faire un devis. Il y a aucun problème à dire: «Je te remercie, j'ai étudié le devis, c'est pas en phase avec mmh, mes finances pour le moment, je te recontacterai quand je serai en mesure de me payer tes services». Voilà, et de la même manière, s'il vous plaît, on ne négocie pas les tarifs des professionnels. Ils sont comme vous, ils ont ça aussi va, leur j'ai pas eu. syndrome de l'imposteur, ils ont du mal à fixer leur prix. On ne négocie pas les tarifs d'un professionnel, ça ne se fait pas. On peut dire qu'on n'a pas les Mmh. moyens et qu'on reviendra plus tard, mais s'il vous plaît, respectez le travail des pros. Ne négociez pas comme des marchands de tapis, c'est pas quelque chose qui est
Et puis, tu vois, quand on parle de posture professionnelle, justement, après, ça vient poser la question, quand tu négocies le prix, c'est peut-être que tu es pas prêt à investir dans un projet professionnel et je peux l'entendre, hein, on n'a pas tous les mêmes finances. Moi, tu vois, quand je te parle de Beta Lecture Pro, Heu, je sais que je vais devoir me mettre de côté parce que pour le moment, j'ai pas les finances et pour le moment, je suis juste en repérage de j'ai déjà peut-être deux trois noms qui vers lesquels j'aimerais me tourner, mais je connais pas encore le budget. Donc je mets un peu de côté. Si ça se trouve, le jour où je vais solliciter la personne, j'aurai peut-être pas le budget, donc je vais me dire: «Ah justement, ça va prendre du temps parce que je vais peut-être devoir encore prendre du temps pour mettre de côté». Tu soulevais un point qui est intéressant, tu sais, des fois dans la réponse d'un devis, je pense que des gens, des fois, osent pas dire non parce qu'ils ont peur qu'on insiste, qu'on soit là en mode, d'essayer de négocier: «Mais si, prends chez moi», parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui s'y prennent très mal dans leur communication et dans leur prospection et tout ce que tu veux. Moi, c'est justement en lien, tu vois, avec la notion de responsabilité et rendre la responsabilité aux auteurs. Je suis pas là pour faire du forcing et ça, c'est mon côté coach aussi, tu vois, de remettre la responsabilité à l'autre, de l'accompagner, mais c'est pas à moi de lui dire quoi faire et cetera. Je suis jamais là pour vous faire du rentre dedans, même en appel découvert. C'est-à-dire que, tu vois, appel découverte, c'est des gens qui peuvent avoir peur en se disant: «Ouais, elle va peut-être me forcer à prendre son service et tout ça». J'en parle pas. Déjà, un appel découverte, ça peut être autant pour prendre des renseignements sur ce que je propose ou pour débloquer un point sur son projet de roman. Voilà, on en discute pendant 30 minutes. À aucun moment donné, je te parle de mes services, je te dis: «Tu peux prendre une bêta lecture avec moi si tu veux», si tu m'en parles pas d'abord. Je suis pas là, voilà, peut-être que je fais une erreur, hein, peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu plus de forcing. Quand on m'a formée au marketing au début, en 2017, on m'a fait faire des appels découvertes pour du coaching avec, une trame sous les yeux que je devais respecter à la lettre. Et on me disait: «Si à la fin la personne n'a pas sorti sa carte bleue, c'est que tu as mal fait ton taf, c'est que, tu as merdé quelque part», tu vois? Avec, tu sais, à la fin, les différentes objections qu'on peut avoir à passer à l'achat et comment contrecarrer ça, tu vois? J'ai été mal à l'aise à le faire. J'étais tu vois, quand on te dit de pas faire des choses qui te ressemblent pas, là, clairement, j'ai pas persévéré. J'ai dit: «Ça, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire ça» et tu vois, ça ressemble pas à mes valeurs. Donc même en appel découverte, je suis là pour discuter, avec, les gens, discuter de son projet. Si tu as des questions sur mes services, pose-les. Si après tu veux qu'on fasse un devis, je te dis: «Bah, du coup, je t'enverrai le devis dans la journée». Même un devis, ça t'engage à rien. Et est-ce que ce à quoi tu fais référence, en effet, ça s'appelle du closing et c'est une technique qui consiste Mmh, à mmh mh. vouloir absolument avoir la signature à la fin et je pense que c'est aussi pour ça que tu as de très bonnes expériences jusqu'à présent. C'est qu'en fait, tu vas pas chercher à forcer des gens qui sont pas prêts et dans ton positionnement aussi, tu filtres. Il faut pas oublier que, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que quand il y a un appel découverte, la personne en face, donc le correcteur ou le bêta lecteur, peu importe, peut aussi te Mmh. dire: moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment pour toi ou je me sens Ah pas oui. forcément de t'accompagner sur ce Mmh. projet-là. On n'est pas obligé de signer, en fait. Le but, c'est Mmh de mh. voir est-ce que à l'instant T, je suis la meilleure personne pour t'accompagner et est-ce que ce que je t'apporte, c'est adapté à ce dont tu as besoin sur le moment? Et si c'est non, c'est pas grave. Si ça se fait pas maintenant, ça se fera Ah peut-être, oui. dans la fois d'après. Mais par contre, savoir aussi, dire non, refuser et dire ce que tu n'acceptes pas, c'est extrêmement important et Mmh mh, parce que mmh mh. sinon ça va mal se passer. La personne, elle va signer, elle va se sentir forcée, elle va avoir une mauvaise expérience, du début jusqu'à la fin. C'est pas constructif à aucun des niveaux, en fait. OK, tu prends l'argent, mais génial, quoi. Derrière, la personne, elle est pas du tout en mesure de recevoir les retours, elle bosse à contre-pied. Enfin, il y a aucun intérêt. Oui, non, c'est sûr. Non, faut de toute façon, moi, c'est pour ça aussi que j'ai un formulaire de demande. C'est parce que ça me permet aussi de faire le tri, tu vois? Déjà de faire un premier tri. Si je sens que je suis pas sûre, je propose justement un appel avec la personne ou j'en discute par mail. Mais pour, enfin, si tu travailles à enfin, moi, ce qui m'a motivée aussi à être à mon compte, c'est de pouvoir choisir les gens avec qui tu travailles. De pas avoir à subir des gens avec qui tu as pas envie de bosser toute la journée sur un contrat. Le but, c'est justement de pouvoir choisir les gens, avec qui tu bosses, que ce soit là du côté auteur ou du côté prestataire, tu vois? Je sais que par exemple, s'il y a des projets même, je sais pas, des projets de romans, alors pour le moment, tu vois, je suis pas fermée à des genres. Tu vois, par exemple, on me pose souvent la question: «J'ai du mal avec la romance, du coup, est-ce que tu lis de la romance?» Oui, parce que l'exercice, il est intéressant. Mais si je sens que, par exemple, plutôt dans les thèmes, dans les sujets abordés, il y a des choses que je sens pas. Juste, voilà, je le sens pas et c'est humain. Là, je suis pas en train de te remettre en question en tant qu'être humain ou en tant qu'auteur ou autrice. Juste, je le sens pas, bah, je vais dire à la personne, «Je suis peut-être pas la bonne personne pour toi», tu vois? Mais par contre, j'ai des noms, j'ai des contacts, je peux te conseiller un tel ou une telle.
Ou alors, des fois, c'est juste que tu es pas prêt à la bêta lecture, peut-être que tu as besoin d'alpha lecture, peut-être que voilà et du coup, ça peut être intéressant en tant que professionnel de rediriger vers les bonnes personnes. Tu vois, même moi, quand j'étais coach, des fois, il y a des trucs qui ressortent pas de mon domaine d'expertise. À un moment donné, il faut pas te prendre pour un sauveur et Dieu tout-puissant, genre j'ai réponse à tout. C'est aussi de savoir réorienter vers les bonnes personnes. Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure quand on parlait de comment bien s'entourer. Un professionnel qui veut signer à tout prix, qui vous force un peu la main, qui vous relance 15 fois sur les devis et qui justement rentre un peu dans des négociations de: «Non mais t'inquiète, ça Mmh. va le faire», ça c'est red flag. Ça il faut Ouais. surtout pas signer. On est sur quelqu'un qui se soucie pas vraiment, de votre texte, mais plutôt finalement de faire rentrer de l'argent. Donc ça doit allumer une lumière rouge, dans votre esprit et là pour le coup je vous autorise à plus répondre parce qu'on comprendra, c'est OK. Tu vois, tu parles de tu parles de relance de devis, moi, dans ma façon de procéder, je relance une fois. C'est et encore, des fois, je zappe parce que voilà et après je me dis tu vois, c'est encore cette notion de responsabilité. À un moment donné, l'auteur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Après, ça peut arriver que le mail atterrisse dans les spams, tu vois? Pourquoi pas? Donc ça m'est arrivé une fois, peut-être, je connaissais la personne sur Instagram, je lui ai dit: «Bah, écoute, je t'ai envoyé ton devis par mail, je sais pas si tu l'as reçu» et puis la personne me dit: «Ah oui, effectivement, c'est tombé dans les spams». Moi, je relance une fois parce que j'ai enfin, flemme de harceler la personne à un moment donné, j'ai d'autres choses à faire. Même moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Je suis pas là, pour même quand tu lances ton entreprise et que oui, c'est difficile financièrement, tu es pas là à te raccrocher à la moindre personne qui s'intéresse à ce que tu proposes. Là, à un moment donné, je passe à autre chose. Donc non, moi, c'est une relance maximum. Et tu vois, c'est aussi on parlait un peu de positionnement tout à l'heure, tu n'as pas la même stature quand tu dis: «Voilà qui je suis, voilà mes tarifs, voilà ce que j'offre, si c'est pas pour toi, tant pis», plutôt Mmh. que: «S'il te plaît, achète, tu es où?» Ça il y fait a pas aussi pro. cette notion de traction ou de tu vois? Et on en Mmh. parlait, un peu en off la dernière fois sur la prospection, tu vois? Des gens qui viennent te prospecter par message privé. Ça donne pas forcément, Mmh mh. confiance parce que tu vois, moi je crois beaucoup à un marketing qui attire, c'est-à-dire qui polarise mais qui attire. Moi, c'est ce que je fais beaucoup par exemple sur Vade Mmh. Rétro. Vade Rétro, si ça te convient pas, c'est pas grave, tu vois? C'est Mmh. normal, il y a pas de souci. Par contre, moi je suis beaucoup dans une posture de voilà ce que j'offre, voilà ce que je fais, si ça te convient pas, bon c'est pas pour toi, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que quand tu parlais de positionnement tout à l'heure, c'est aussi savoir qui on est, ce qu'on offre, la valeur de ce qu'on offre, être conscient de ça et que si la personne en face, soit c'est trop cher, soit c'est pas pour elle, soit elle est pas prête, c'est pas une remise en question, de cette valeur-là, justement. C'est déjà tellement difficile de se positionner, tu vois, en termes de tarifs et encore une fois, ça rejoint la question de se faire confiance et faire des choix et prendre des décisions qui peuvent évoluer. Tu vois, moi, j'ai commencé avec une tarification sur la première année qui me semblait OK. Et bah, je l'ai expérimenté sur un an et je me suis dit: «Bah, au final, par rapport au travail que ça me demande, j'estime que, oui, je peux augmenter un peu mes tarifs» et au final, au lieu d'augmenter juste mes tarifs, j'ai diversifié mes propositions en termes de gamme d'offres. Comme ça, je propose encore des choses qui sont abordables, mais qui me demandent moins de travail. Comme ça, tu aussi les auteurs ont aussi accès à un tarif un peu moins cher, éventuellement, mais pour ce que je propose en bêta lecture complète, j'estime que ça demande un peu plus de rémunération. Et c'est vrai que c'est compliqué de se positionner, de l'assumer et d'avoir en tête que c'est pas défini alors pour un livre, là, si on parle vraiment en tant qu'auteur-autrice, on aura souvent un tarif fixe et je sais pas si en auto-édition, non, tu peux pas, changer ton tarif de livre une fois qu'il est publié. Il me C'est comme en semble que maison tu d'édition. peux augmenter tes prix, faudrait que je revérifie, mais il me semble que tu peux le faire, OK. dans certaines mesures. Mais je crois que je me demande si ça te demande pas de changer ton ISBN, j'ai un doute, faudrait que je revérifie. Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible, ouais, par rapport à l'ISBN, mais j'ai un doute. Mais du coup, c'est pareil en tant qu'auteur, hein, enfin, à un moment donné, il faut décider d'un tarif et l'assumer, le porter jusqu'au bout, hein. Déjà, c'est bien de savoir pourquoi tu proposes tel tarif. Et à la limite, si tu peux pas changer le prix de ton livre, au prochain livre, tu proposes un tarif qui te semble plus juste. Et aussi pas avoir peur de l'expliquer. Tu vois, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit: «Maria, je comprends pas ton tarif» ou quoi que ce soit, tu vois? Être à au clair et dire: «Bah, voilà, moi, c'est par Mmh. rapport au temps que j'y passe, à mon niveau d'expérience et cetera», sans forcément tomber dans la justification de: Voilà, c'est ce «Non que mais j'allais oui». dire. Et juste être au clair, un professionnel qui est capable de parler de ses tarifs en toute transparence et Mmh. d'expliquer, sans forcément expliquer comment il a décomposé ses prix, mais tu vois, avoir quelques éléments pour dire: «Bah, non, mon tarif, il est comme ça parce que ma valeur et cetera, le temps Mmh. que j'y passe, le temps que je passe à faire les comptes rendus». Ça aussi, c'est important, c'est pas tabou, en fait, de parler d'argent. Vraiment, ça, c'est vrai que c'est une question complexe, d'autant plus en France. C'est important d'en parler, de l'assumer et comme tu disais, tu vois, de pas justifier.
D'expliquer si on me pose la question, oui, parce qu'il y a toujours une raison derrière un tarif. C'est pas juste un tarif au hasard ou juste vendre le plus cher possible. Il y a une raison. Ce que vous savez pas aussi, c'est qu'il y a l'URSSAF et tout ce que tu déclares. Donc, ce que tu me payes, c'est pas ce qui va atterrir dans ma poche, déjà. Moi, tu vois, ce que je fais aussi sur mes devis, c'est que j'annonce aussi j'ai une estimation du temps de travail. C'est-à-dire que déjà, ça te permet aussi de te dire, OK, pour tant de temps de travail, je la paye, parce que forcément, on est tous un peu matrixés par le taux horaire, comment tu travailles dans le salariat. C'est pas forcément le cas en auto-entreprise, mais ça parle un peu plus aux gens. Donc, un devis à 400 balles, mais c'est 20 heures de travail dessus. Déjà, ça te permet aussi, tu vois, de dire, OK, elle me propose pas juste le plus cher possible. Oui, non, c'est intéressant quand même tu vois, moi j'ai du mal avec les gens, alors c'est un positionnement, c'est un choix, avec les gens qui vont te proposer une prestation, mais qui vont pas t'afficher une idée des prix. Moi, j'aime bien que le prix soit clair dès le départ. Parce que sinon, j'ai peur de passer, justement, j'ai moi-même cette crainte de devoir passer par un devis ou un appel où on va me forcer la main. Parce... Alors que si tu me dis le prix déjà de base, déjà ça fait un tri naturel. Tu vois, il y a des gens qui ont peur, je pense, d'annoncer leur prix parce qu'ils ont peur que les gens trouvent ça trop cher ou autre, ou voilà. Ou alors ils se disent, bah, au moins j'aurai la personne au téléphone et je pourrai peut-être plus la convaincre. Moi je dis, enfin, le prix il est affiché sur mon site. Les prix ils sont affichés sur mon site. Déjà, ça, tu peux même calculer, avoir une idée de ce que ça va te coûter. T'as même pas besoin de me contacter et de me démarcher. Donc moi je suis plus partisane de ça. Il y a des gens qui préféreront ne pas le dire, mais moi, typiquement, si je cherche un prestataire, je vais aller naturellement vers des gens qui sont capables d'afficher leur prix. Parce qu'ils ont aussi pas peur justement de parler d'argent et tu vois, de vraiment d'assumer et voilà, c'est pas un tabou, quoi. Ça donne confiance dans le positionnement, ouais. Mmh, mmh, mmh. Moi, en Faut tout cas. Tu me parlais de marketing tout à l'heure. Justement, tu as lancé un produit qui s'appelle Reset ton Insta. En quoi ça consiste et en pourquoi tu l'as mis en place? Je l'ai mis en place parce que, à la base, c'est parti d'une masterclass que j'avais proposée parce que je vois beaucoup d'auteurs et d'autrices galérer avec moi, c'est vraiment communication Instagram. Mais au final, tu touches aussi à la communication en général, le marketing, forcément. Mais je vois beaucoup sur les réseaux, les gens, enfin les auteurs et les autrices galérer avec leur visibilité, leur engagement, le fait, bah, de vendre leurs livres tout simplement. Et vraiment, des fois, en fait, de s'en plaindre, tu sais, en disant: «Ouais, c'est l'algorithme, je suis invisibilisée», des choses comme ça. Et je me dis: «Putain, en fait, i vraiment, la plupart des gens passent à côté de juste de l'information essentielle de comment fonctionne un algorithme et comment, jouer avec l'algorithme pour avoir une meilleure visibilité de l'engagement et tout ça. Et moi, je l'ai expérimenté moi-même, c'est-à-dire que quand j'étais dans le coaching, j'avais un autre compte Instagram. J'étais allée jusqu'à 1200 abonnés. Après, j'ai fait un gros tri, j'étais passée à 900. Allez, si j'avais 10 likes et 5 commentaires sur une publication, j'étais contente. Donc j'avais 0 visibilité, 0 engagement et tout ça. Et j'ai eu une prise de conscience justement, bah, il y a 2 ans. Non, il y a 1 an et enfin, justement quand j'ai lancé mon compte Instagram, Maria Villes. J'ai eu une prise de conscience sur, bah, le positionnement, la communication, mais surtout si tu veux avoir de la visibilité et de l'engagement, hem, il faut pas attendre que ça tombe du ciel, faut aller la chercher. Et il faut donner ce que tu attends. Donc, si tu veux de la visibilité et de l'engagement, il faut aller aussi engager avec les gens. En tout cas, j'ai voulu faire une masterclass à ce niveau-là pour reposer les bases et montrer qu'en fait c'est possible. Et les gens qui ont testé un peu ce que je partage dans la masterclass m'ont dit, bah en fait, j'ai testé deux trois astuces, j'ai déjà 10 abonnés depuis hier, tu vois. Et c'était méga intéressant. Et du coup, ça m'a motivé aussi à aller plus loin et faire, bah, un peu ce que tu proposes un peu avec Valet Rétro, de désacraliser un peu la communication et le marketing pour les auteurs et les autrices. Parce que, en fait, on est avant tout auteur et autrice. On n'a pas forcément, la casquette, commerciale. Et pourtant si tu es en indépendant, bah, il va falloir l'avoir et la porter et te former à ce niveau-là. Et très souvent quand tu t'intéresses à ça, tu vas avoir plus des conseils, des contenus, des formations axés vraiment, entrepreneur, business. Donc en tant qu'auteur, autrice, ça peut faire peur et on peut être un petit peu paumé. Donc c'est pour ça que j'ai voulu proposer Reset ton Insta pour revoir les bases de la communication, du marketing et comment aussi à la fin un peu parler de son livre et le promouvoir. Revoir les bases. C'est vraiment pas un programme hyper poussé d'experts.
c'est déjà, désacraliser la communication et revoir les bases de la Rien qu'avec des actions, simples et cadrées mmh. et où finalement on simplifie les choses et on arrête, de mettre tout un tas de croyances dessus, bah, déjà ça suffit à se sentir Mmh. beaucoup plus à l'aise et à avoir des premiers résultats, ouais. Et moi, le but au-delà de vraiment les conseils communication et marketing, ce qui est important pour moi, comme je l'ai déjà dit dans le podcast, c'est de remettre l'humain au milieu de tout ça. L'humain, quand je parlais de différence aussi, tu vois, au-delà de la communication, c'est d'être authentique et d'être soi-même parce que c'est forcément comme ça que tu vas attirer les bonnes personnes et un lectorat, là, on parle d'auteur et d'autrice, si tu te positionnes en tant qu'auteur indépendant, plus tu vas être toi-même, plus tu vas attirer au-delà juste de dire, de parler de ton roman en communication, c'est toi qui vas faire la différence. Tu peux avoir 1001, posts de quoi parle mon roman, mais selon, comment toi tu vas le proposer en termes de post Instagram, voilà, je donne un exemple, bidon, mais ce qui va faire la différence, c'est toi et comment tu vas l'apporter. Forcément, oui, l'accroche fait la différence aussi. Mais vraiment de remettre l'humain, déjà dans toi, ta communication, mais aussi parce que putain, Instagram, c'est un réseau social, quoi. C'est pas juste une vitrine commerciale. Si tu veux avoir des abonnés, si tu veux avoir une communauté, des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, intéresse-toi aux gens, parle avec les gens, quoi. C'est vraiment pour moi c'est ce qui a fait la différence, moi, entre mon dernier compte Instagram et ce compte Instagram-là, quoi. Et c'est souvent revenir à des choses finalement, intuitives et plus naturelles. Mmh. Tu vois, on parlait un peu d'intuition tout à l'heure, alors attention, l'intuition tout seul, ça marche pas, il faut de la stratégie aussi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais par contre, il y a quand même aussi cette notion de se reconnecter à ce qu'on ressent, heu, s'intéresser aussi à l'énergie de sa communauté, tu vois? Pour moi, c'est aussi beaucoup une question de, comme tu disais, de connexion, d'être humain. On sent des fois ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher, ce que notre communauté elle Mmh. accepte parce que derrière les chiffres, il y a des êtres humains, quoi. Ça. Et puis tu vois, je le vois des fois, des gens sur les réseaux dire: «Ah ouais, le Booksta, c'est malsain, les gens se tirent dans les pattes, ils sont jaloux et tout ça». Moi, je suis là, je fais: «Attends, je vis pas dans le même monde?» ou et en fait, je pense que si toi, tu es beaucoup dans le drama, forcément, tu vas attirer des gens et du contenu qui sont aussi dans le drama et tout ça. Et moi, justement, je les fuis. Bon, là, on a eu une période de quelques jours où clairement on était dans le drama et puis j'ai pas, voilà, bref. Mais il y a des gens qui aiment bien ça, qui sont tout le temps là-dedans et donc forcément, bah, alors après, on peut partir sur des trucs un peu plus perchés, mais tu crées un peu ta propre réalité aussi, tu vois? Et quand on parle aussi de s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi, les personnes que tu suis, les personnes qui te suivent. Je pense qu'à un moment donné, quand je dis qu'on attire des gens qui nous ressemblent, c'est important parce que, justement, si tu veux une sphère un peu plus, je sais pas, bienveillante et tout ça, non, en étant déjà toi-même bienveillant et respectueux, tu vas attirer des gens à ça, mais en plus, en allant discuter avec des gens, tu vas aller discuter avec des gens qui te ressemblent et le tri naturel, il se fait. Tu vois, on parle là de toute la polémique qu'il y a eu. Pourquoi aussi, au-delà de la colère et de l'indignation et de aussi affirmer un positionnement qui était important pour moi, tu vois, de communiquer un peu, mon avis, je me suis dit: «Ça fait un tri naturel». C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'ai pas été regarder les stats, il y a sûrement des gens qui sont désabonnés parce qu'ils étaient pas d'accord avec moi et tant mieux. Quand on parle aussi de choisir les gens avec qui tu travailles ou les gens qui te suivent, tant mieux si ça fait un tri, partez. Et même moi j'ai été, là c'est petit aparté, j'étais sur le profil de l'autrice, j'ai été voir les gens qu'on avait en commun, j'ai été regarder les profils des gens et certains profils, je les ai dégagés. Voilà. Pas con ça. Je Mmh. regrette de pas l'avoir fait, j'aurais dû y Ouais, maintenant c'est penser. trop tard, mais Mais oui, ça revient à ce qu'on disait, c'est tu crées aussi ta safe place en montrant qui tu es et en disant: «Bah, en fait, Bah ça, ouais. c'est chez moi et voici, entre guillemets, «mes règles et mes Mmh. valeurs», tu attires des gens qui te ressemblent, tu repousses les autres et c'est aussi ce qui fait que tu es en sécurité. Moi, je te rejoins. Instagram, je me sens vraiment en sécurité sur mon compte, sur mes 2 comptes d'ailleurs, parce que Mmh je mh, pense mmh. que j'ai mis des règles claires et que naturellement, je vais repousser des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ouais. C'est très rare qu'il y ait des gens qui commentent, pour critiquer et ceux qui le font, bah, déjà, on peut toujours discuter, on n'est pas obligé de s'insulter quand on n'est pas d'accord. Mais c'est Mmh. vrai que comme tu le disais, le fait aussi de poser ses valeurs et de dire: «Bah, voilà ce que j'accepte pas», ça va te permettre aussi de créer un Mmh. espace de sécurité aussi, tu vois? Sur ton compte, tu utilises le mot safe place que j'aime bien parce que je trouve qu'il est très représentatif. Quand on va sur ton compte, on se sent en sécurité, on sait qu'on va pas être jugé, on sait que les gens qui sont là sont bienveillants et c'est tout de suite intéressant. Bah, j'avais peur que ça fasse un peu galvaudé, tu vois? Parce que pour moi ce terme-là, il me parle, il me ressemble. Donc je l'ai mis, mais tu vois, ça peut faire un peu galvaudé, mais en même temps, je me suis dit, tu vois, pareil, à un moment donné, fais des choix et assume-les, tu vois? Même dans un choix de mots et un positionnement sur ta biographie Instagram, pour moi, c'était important de le mettre.
Oui, clairement, moi, j'ai le côté safe place. Je sais que je me sens libre en plus, tu vois, à l'époque, sur mon autre compte Instagram, j'osais pas affirmer des opinions. Tu vois, j'étais un peu lisse, voilà, même si j'avais le côté un peu bienveillant, ouvert d'esprit, ça fait partie de moi. Mais de peur justement de pas être bienveillante et tout ça, j'osais pas affirmer des opinions comme là, j'en affirme un peu plus sur les réseaux, parce que j'avais un peu peur. Et de bâtir un peu justement cette safe place, ça me permet aussi de me sentir à l'aise d'exprimer des avis, des opinions. Il y a des gens qui seront pas d'accord. De montrer aussi cette partie de moi de je suis ouverte à la communication et la discussion si c'est un minimum respectueux et bienveillant, parce que bon, je le montre des fois en story, hein, il y a deux trois énergumènes des fois qui viennent un peu te provoquer et je leur réponds et je suis pas forcément là dans la bienveillance. Mais globalement, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord, ils sont capables de me dire je suis pas d'accord parce que si, parce que ça, qu'est-ce que t'en penses? Dans les commentaires, ça m'est déjà arrivé d'avoir des débats et des discussions et c'est intéressant, tu vois? De pas être toujours dans on te conforte, on va toujours dans ton sens. Après, tu vois, les quelques fois où j'ai eu des conflits avec des gens, bizarrement, ça venait, à des moments où j'avais des posts qui explosaient et qui attiraient des nouvelles audiences, nouvelles personnes qui me connaissent pas et du coup, bah, peut-être des profils qui me ressemblent moins. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, un des posts qui avait le mieux marché de mémoire sur ton compte, c'était un post où tu disais: «Ne demande pas une bêta lecture avec moi si» et je sais que ce post-là, il avait super bien marché alors qu'au final, Je c'est sais, un en plus. post qui pourrait avoir tendance à repousser. Mais on sait à quel point ça Bah, marche le contenu répulsif, mais ce post-là, au final, il avait super bien fonctionné. pourquoi j'ai fait ce post, tu vois? Même quand tu publies, tu as aussi une intention derrière. C'était aussi justement de d'affir c'est au-delà du côté répulsif, de faire le tri, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont désabonnés, qui sont pas d'accord, j'en sais rien, je suis pas toujours derrière les chiffres. Mais par contre, c'est une façon aussi de te positionner et d'affirmer tes valeurs. Moi, le but derrière ce post, c'était ça, de dire: «Bah, voilà quelles sont mes valeurs, voilà ce qui est important pour moi et bah, si ça te correspond pas, tu peux aussi, passer ton chemin, quoi». Voilà, accessoirement. Et du coup, tu économises ton énergie et la personne en face, aussi. Et du coup, Ouais. quelles sont les problématiques puisqu'on parlait de reset ton Insta, quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent? Enfin, en tout cas, que les autrices qui rejoignent reset ton Insta ont au départ, avant de rejoindre, ton programme? Souvent, c'est plutôt des questions, tu sais, de pas savoir quoi poster, de pas avoir d'idées, de pas savoir comment parler de son livre et des choses comme ça, tu vois? Au final, c'est souvent un peu la face, visible de l'iceberg. On vient te voir avec ce genre de problématique-là et au final, c'est pas le fond du problème, tu vois? C'est plus des questions de, bah, de positionnement, de à qui tu t'adresses, des choses comme ça. Donc oui, on en parle parce que, forcément, c'est bien aussi de savoir comment s'organiser, comment créer du contenu et cetera. Mais tu vois, j'ai pas commencé Reset ton Insta par ça, j'ai commencé par les bases, l'Instagram, la communication, l'algorithme, parce que c'est comment te positionner, comment faire ta bio Instagram, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut montrer ta tête ou pas? Enfin, on aborde plein de questions parce que pour moi la base, elle est là, tu vois? Alors oui, au début, c'est vrai que la plupart des problématiques d'auteurs, c'est ils savent pas quoi poster, ils savent pas comment être réguliers. Est-ce qu'il faut poster tous les jours? Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui reviennent, c'est souvent les mêmes. Mais au final, ça c'est pas forcément la vraie problématique. Comment se sentent les gens quand ils ont terminé Reset ton Insta? Qu'est-ce qu'ils te disent généralement une fois qu'ils ont suivi l'accompagnement avec toi? Parce que si je dis pas de bêtises, tu formes aussi un groupe où les autoristes peuvent, échanger entre eux et entre elles pour s'aider les uns les autres. Donc quand ils sortent du programme, généralement, comment ils se sentent, par rapport à leurs réseaux sociaux? Alors j'ai vraiment un tout petit groupe, c'est-à-dire que là, tu vois, c'est un si tu veux, quand j'ai lancé Reset ton Insta, c'était à la base un bootcamp sur un mois. Donc on avait si c'était un mois. Ouais, c'était ça, c'était 1 ou 2 lives par semaine sur un mois. Donc c'était en live, c'était en direct avec un groupe Discord et après je l'ai transposé en formation en ligne. C'est-à-dire que tous les lives que j'ai faits, je les ai mis sur une plateforme et tu peux y avoir accès sur une petite formule en indépendant ou alors, sur une formule un peu plus développée où tu as aussi l'accès à la communauté, Discord et tout ça, où il y a des lives mensuels et tout ça. Pour le moment, tu vois, en transparence, j'ai Reset ton Insta, le bootcamp, j'ai eu 7 personnes, donc vraiment un tout petit groupe et ici, pour le moment, il se vend pas spécialement derrière. C'est-à-dire que j'ai peut-être fait 1 ou 2 ventes, depuis que c'était en format formation. Donc les retours que j'ai eus, surtout sur le bootcamp, c'était des gens qui étaient un peu plus motivés. C'est-à-dire qu'ils savaient un peu plus justement, déjà comment se positionner et ils ont compris aussi que être régulier, c'était pas si compliqué que ça et qu'on pouvait être régulier à son rythme. Régulier, ça veut pas dire forcément poster tous les jours.
Ça peut être un ou 2 posts par semaine et quand tu montres aussi un peu le process de création de contenu, parce que c'est ce qu'on a fait, en live, comment créer du contenu, comment faire un calendrier éditorial, comment en fait s'enlever une charge mentale et s'organiser pour pouvoir justement être régulier et avoir toujours plein d'idées. Parce qu'avoir plein d'idées, c'est pas être toujours avoir une idée originale tous les jours. Des fois aussi, c'est juste recycler du contenu, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et tout ça. Donc en fait, c'était surtout, ils sont surtout ressortis de là en voyant que, bah, en fait, je suis capable de créer du contenu, je suis capable d'être régulier et je suis capable aussi, bah, d'être un peu plus moi-même parce que c'est surtout ça qui en ressort et avec la masterclass, il y a des gens qui me disent encore même là avec Reset ton Insta derrière, bah, ils me montrent leurs stats, genre en mode, c'est vrai que ça je le partage pas, je pourrais le partager aussi sur les réseaux, tu vois? Quand on dit qu'on n'est pas parfait aussi en termes de communication. Il y a des gens qui me montrent leurs stats en disant: «Bah, tiens, tu vois, ce mois-ci, j'ai explosé mes vues, sur mes posts alors qu'avant, quoi pinette, quoi». Donc c'est assez satisfaisant. Même si je pense qu'après il faudra je sais pas encore, tu vois, cette année, si je continue vraiment à me positionner sur, l'accompagnement, création de contenu, marketing ou si je me recentre vraiment sur l'essentiel. Je suis pas sûre, je pense que je laisserai Reset pour Insta sur mon site internet, mais je suis pas sûre de continuer vraiment à communiquer, beaucoup là-dessus, quoi. Je sais pas encore. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu parlais justement, du fait d'avoir peur de parler de soi et de son livre un petit peu sur les réseaux sociaux. Justement, qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller ou en tout cas dire aux autoristes qui considèrent que parler de son livre, c'est se vendre? Parce que c'est quand même un peu ce qu'on entend aussi le plus souvent. On a peur que si on doit lancer une communication, commencer à en parler de son livre, il va falloir commencer à devenir un influenceur, se vendre, devenir un marchand de tapis. Donc Faire qu'est-ce que tu la danse, sur TikTok. Bah, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut désacraliser un peu le côté, vente et marketing et ça dépend aussi justement qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu entends par la vente. Il y a des gens aussi, dans leur vision de la vente et du marketing, c'est un peu passer, bah, pour un marchand de tapis, pour un charlatan, pour un arnaqueur parce que, on a tous tu vois, quand on parle aussi de notre rapport à l'argent, ça vient aussi parler un peu de notre rapport à l'argent, tu vois, qui est particulier. C'est important déjà de venir déconstruire un peu ça. Tu le fais très bien sur Valley Rétro. J'ai écouté en plus là tes premiers épisodes et tu vois, c'est aussi ce que tu fais, quoi et il y a un truc qui est méga important, tu vois, dans le fait de se vendre, des fois on a peur de saouler les gens. On a peur de saouler les gens et moi ce que je dis souvent aux gens, c'est que vous n'êtes pas le centre du monde de vos abonnés. Vous êtes pas leur centre du monde. C'est quand tu es sur Instagram, tu es abonné à une centaine de comptes. Il y a des gens, ils sont abonnés à des milliers de comptes. Je sais pas comment ils fait. Moi, comment ils font. Moi, je restreins. Vous êtes pas leur centre du monde et c'est pas parce que tu vas parler 5 fois dans la semaine de ton roman que ton abonné, il l'aura vu 5 fois dans la semaine. Et il y a un truc que tu dis très bien, toi, dans ton podcast, c'est qu'une personne, pour passer à l'achat, alors tu vois, moi, j'avais pas les mêmes chiffres. On m'avait dit, moi, quand on m'avait formé, qu'il faut avoir vu au moins 6 ou 7 fois le produit pour passer à l'achat. Toi, tu vas 7 même fois, jusqu'à ouais. 7 fois en marketing, mais hors digital. ah oui, donc moi j'avais ce chiffre-là, toi tu dis même 15 fois je crois, dans ton podcast. En fait, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi quand je découvre un livre sur les réseaux, je me dis: «Ah la couverture est sympa. OK, je passe à autre chose» parce que, bah, les réseaux, tu scrolles, ton attention, tu ton chien qui t'appelle, enfin voilà. La deuxième fois, tu vas le revoir et là tu dis: attends, je vais regarder de quoi ça parle» parce que c'est vrai que j'avais vu la couverture, c'était sympa, ça me parlait et là tu lis le résumé, tu dis: pas mal, je le mets dans ma wishlist». Wishlist, c'est pas, tu passes pas à l'achat et puis après tu l'oublies. Parce que moi, je sais pas, moi je vais dans ma wishlist et il y a des livres dont j'ai oublié l'existence. Je sais plus, ce que c'est, pourquoi je l'ai mis et tu vas le revoir une troisième, quatrième, cinquième fois et au bout d'un moment, tu vas dire: «Ah c'est vrai qu'il m'intéresse bien celui-là et puis tiens, cette chroniqueuse là, elle en parle super bien, ça y est, c'est bon, je vais l'acheter». Donc faut vraiment pas avoir peur de parler de vos romans parce que, vous êtes pas leur centre du monde, quoi. C'est pas parce que tu vas en parler, 50 000 fois, après il y a une façon d'en parler, de pas toujours dire: «Achète mon roman, achète mon roman, achète mon roman», ça sert à rien. Mais, ayez pas peur d'en parler, quoi. Parce que c'est comme ça que vous allez vendre, hein, enfin voilà. Et comme tu le disais aussi, quand on a trouvé sa manière d'en parler, on n'a plus l'impression de vendre parce qu'en fait, c'est Ah devenu oui. tellement naturel, c'est tellement aligné Mmh. aussi avec nos valeurs, qui on est et notre univers que Mmh. finalement, ça devient un peu une continuité logique et presque naturelle. Mmh. Moi, dans Reset ton Insta, je parle des piliers de contenu parce que piliers de contenu, tu as différents thèmes que tu peux aborder et pas seulement juste, partager des citations de ton roman ou de quoi parle ton roman, de quand est-ce que sort ton roman. Enfin, tu peux parler de ton roman, mais parle aussi d'autres choses. Quand je dis de parler de l'humain, c'est aussi de parler de vous.
de vous positionner sur des sujets, sur des avis, de parler de vos valeurs. Si tu es une autrice qui parle beaucoup aussi, d'écologie ou de féminisme, parle de sujets autour de ça, tu vois? Parce que tu vas attirer des gens, à qui ça parle, qui vont peut-être du coup être potentiellement intéressés par ton roman. Vendre, c'est pas forcément juste parler de son produit. Tu regardes mes publications Instagram, moi mon but c'est de vendre mes services. Je suis pas toujours en train de dire, j'en parle aussi, je des posts pour ça. Je fais de la bêta lecture, acheter mes services de bêta lecture, c'est indirectement de tout ce dont tu vas parler, qui va faire que les gens vont se dire: «Ah ouais, j'accroche à ce qu'elle fait, ça me parle et tout», et peut-être que quand la personne va chercher une bêta lecture, elle va peut-être plus se diriger vers moi que vers une autre personne ou inversement, tu vois? Dernière question sur, tout ce qui est Instagram et communication. S'il y avait selon toi une seule décision à prendre pour une auteurice, qui doit poser des bases saines sur son Instagram, ce serait laquelle selon toi? Bah, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, être soi-même et parler avec les gens. C'est enfin pour moi, c'est au-delà, tu vois, du côté marketing, business et tout ça, oui, c'est méga important. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment, ce que je communique moi sur les réseaux, c'est soyez vous-même et juste allez vers les gens. Et on parle même pas de prospection, tu vois? Prospection, comme on disait, il y a prospection et prospection. Moi, à aucun moment donné, je vais parler aux gens pour leur dire: «Ah ouais, tu vu dans mes services de bêta lecture, je propose ci, je propose ça». Déjà prospecter à froid comme on a eu, c'est plutôt répulsif en général. Ça donne plutôt, l'image de, «J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît, achetez mes services». Mais juste discuter avec les gens, parce que c'est aussi dans l'humain, dans les conversations que tu vas inspirer confiance, que tu vas et là, je parle en tant que prestataire de service, mais même en tant qu'auteur ou autrice. Allez, il y a des gens qui se disent: «Ouais, mais les gens qui me suivent, c'est pas des lecteurs, c'est surtout des auteurs». Ouais, mais les auteurs, c'est potentiellement des lecteurs aussi, et c'est des en plus, des lecteurs, des lectrices qui connaissent le travail d'auteur et d'autrice, qui seront plus potentiellement, dans une démarche en plus de soutenir ton travail, d'acheter tes livres. Donc ayez pas peur aussi d'avoir des auteurs et des autrices, parce qu'en plus vous allez avoir des points communs, donc vous allez plus facilement discuter de vos problèmes d'auteur ou d'autrice, trouver peut-être tu vois, moi il y a une autrice que j'ai découverte il y a pas longtemps, je me suis arrêtée sur son profil parce qu'elle avait un projet de réécriture de Notre-Dame de Paris, et je fais: «Purée, c'est mon prochain projet!» J'ai eu une petite crainte de me dire: «Ah, il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant moi», et au final tu t'intéresses à son projet. Elle veut pas écrire la même chose. Elle est aussi sur un côté plutôt dark fantasy, donc OK, pourquoi pas, mais elle part pas sur la même chose, et c'est génial, et du coup on a discuté, on se suit, on discute, et moi demain elle sort son roman, je l'achète, quoi. Et c'est ce que tu disais qui est très important aussi, les intentions derrière, tu vois? Je vois des gens communiquer ou commenter chez les autres, en disant: «Ah tiens, c'est intéressant, c'est ce que je fais aussi dans mon roman». Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est horrible, c'est méga lourdeau, on vous voit arriver à des kilomètres et c'est très, très mal poli. Alors que, à contrario, comme tu le dis, aller communiquer sincèrement sous un contenu qui nous intéresse pour soutenir vraiment ce que fait la personne, ça change tout et c'est vrai que Mmh. ça permet aussi d'éviter cette jalousie ambiante et cette comparaison ambiante dans lequel Instagram, des fois, baigne un petit peu trop. Tu vois, on en revient un peu à se professionnaliser, c'est que c'est maladroit en fait ces démarches-là. C'est qu'en fait, tu t'es pas intéressé et formé à la communication et marketing, et à un moment donné, si tu veux vendre ton livre, intéresse-toi à ce qui se fait. Moi, j'ai un principe à ce niveau-là, c'est ne fais pas aux gens ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Donc parce qu'il y a à boire et à manger dans la communication, tu vois? Démarcher à froid des personnes en masse en envoyant, un copier-coller du même message pour dire imagine je fais ça. Imagine demain je vais, contacter, allez 30 auteurs et autrices qui me suivent pas. «Coucou, j'ai vu que tu es autrice, si tu veux, je propose des services de bêta lecture, on peut en discuter, j'ai un appel découverte, voilà, dis-moi ce que tu en penses, bisous». Moi, typiquement, on me fait ça, tout de suite, c'est ciao. Même si tu pourrais répondre à mon besoin, c'est ciao. Parce que justement, je sens le besoin derrière d'avoir de l'argent, et moi, tout de suite, c'est mort. Hem, Imagine, je fais ça aux gens demain. Déjà, ça fait pas crédible, et moi, en fait, c'est vraiment, enfin, ça ne correspondrait pas. En fait, tout simplement, tu vois, je pourrais pas faire ça. Bon, moi, je le vois beaucoup plus sur Threads, où justement, quand tu parles de romans ou de choses comme ça, tu as souvent des gens, sur ton thread qui vont dire: «Ah ouais», comme tu dis: «Ah ouais, bah tiens, tu vois, ça me fait penser à mon roman qui parle de ci, qui parle de ça», et c'est de la publicité déguisée, tu vois? C'est maladroit. Il y a des gens, ils savent pas, ce qu'ils font. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est aussi notre rôle, ton rôle, entre autres, et même moi, tu vois, de sensibiliser un peu, à la prospection, ce que veut vraiment dire prospection, et tu vois, moi, tous les jours, je prospecte. À aucun moment donné, je contacte une personne pour lui dire:
J'ai des services, achète chez moi. La prospection, c'est aussi juste discuter avec les gens, avec des potentiels lecteurs ou des potentiels clients, entre guillemets. «Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis». En gros, quelqu'un qui va venir te voir, qui va être demandeur en mode: «Achète mes services». En plus, dans ce que tu disais, il y a un point qui est très important et qui pourtant est une règle numéro un dans la vente. Vendre, c'est s'intéresser aux autres. C'est-à-dire vraiment les écouter, comprendre leurs problèmes et ensuite voir si on a une solution à leurs problèmes ou Mmh, pas. Et en fait, le mmh, problème des gens qui prospectent généralement comme ça, par écrit à froid, c'est qu'ils font semblant de s'intéresser à toi et déjà c'est même pas regarder ton profil la plupart du temps et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent et ils parlent de leur service. Mais en fait, je ne te connais pas, tu sais pas si j'ai besoin de toi et tu as même pas regardé mon profil. Tu vois, moi sur Va des ouais. Rétros, je suis souvent démarchée par des coachs business qui m'envoient des messages du type, «Salut Lucie, j'ai vu ton profil, est-ce que tu es toujours active sur ce compte? Est-ce que je peux te poser une question?» Bah, en fait, tu aurais regardé mon profil meuf, tu aurais vu que j'ai posté un truc, il y a à peine 24 heures. Je l'ai Je sais vu que sur tu as envie Threads, ce message. c'est Je l'ai hallucinant pas. et en fait, tu es là, mais à quel moment tu te dis que ça peut marcher? Il y a rien qui va, enfin, il y a aucune intelligence situationnelle, aucun vrai intérêt envers la personne en face et tu vois, c'est pour ça que moi, sur Va des Rétros, je prospecte pas. Enfin, pour l'instant, j'ai rien à vendre, mais honnêtement, même quand j'aurai quelque chose à vendre, je ferai pas de prospection. Moi, je vais tenir ma ligne, je vais poster mes trucs, je vais répondre aux gens, je vais continuer d'échanger avec eux, mais Mmh. je vais pas aller chercher des gens par message privé. Je trouve ça super intrusif et puis, Ouais, en fait, grave. demandeur et ça fait mendiant et absolument horreur de ça. Moi, mon but, c'est que les gens comprennent ce que je fais et aient envie de travailler avec moi parce que c'est suffisamment clair ce que je fais, tu vois? Et Ouais. le fait de chercher des gens comme ça avec un crochet en mode, pêche à la ligne, je trouve ça horrible. C'est tellement, intrusif, ça m'oppresse, tu Mmh. vois? Ah mais je suis pareil et en plus ça te fait mauvaise presse quoi parce que, ces gens-là quand ils te démarchent, ils sont là pour t'aider à vendre tes services. Donc techniquement, dans leur méthode, ils sont censés être experts et maîtriser le truc et avoir le bon positionnement et quand tu as une personne, qui a, pas la bonne démarche, tu te dis: «Bah, j'ai pas envie d'acheter chez toi». Parce que je pourrais éventuellement être dans ta cible et avoir besoin de ce que tu proposes. Tu vois, moi je m'en sors pas trop mal, mais je me dis un jour peut-être que je ferai appel à quelqu'un pour passer un palier au-dessus, tu vois? Pourquoi pas? Non, en fait, à un moment donné, comme tu dis, c'est méga intrusif et c'est répulsif. La base du marketing, pour moi, c'est tu as un produit à vendre, ton produit, il répond à un besoin ou une demande. Pour moi, c'est ça, hein, on m'a appris la base du marketing, c'est ça. Si tu débarques chez quelqu'un pour lui proposer ta solution avant même de savoir s'il en a besoin, mmh, ça passe pas. Ça passe pas parce que moi, tu vois, là, la personne dont on avait parlé il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus, elle a débarqué dans mes DM en me disant, je sais plus exactement ce que c'était son message, mais en gros, «J'aide les auteurs à vendre, leurs romans et tout ça et du coup, on peut en discuter sur un appel gratuit ou autre». Je fais: «Mais en fait, si tu regardes mon profil, j'ai même pas je suis autrice». Je dis: «Je suis autrice et bêta lectrice». Mais quand tu regardes ma communication, j'aide surtout les auteurs dans leurs projets de roman, je les accompagne. À quel moment tu m'as vu parler de mon roman? J'en parle très peu. Je le fais, j'aimerais bien le faire un peu plus, mais c'est vrai que je le fais très peu. Donc comment tu peux considérer que j'ai besoin de toi et de tes services? Donc vraiment, si vous voulez vendre, intéressez-vous, on en revient à ce que je disais, intéressez-vous aux gens, discutez avec eux. Et là, on parle de prestation de service, mais c'est pareil quand tu as un roman à vendre. Ton roman, il répond peut-être pas à un besoin et encore peut-être, mais il répond à une demande. C'est-à-dire que si tu vends, une romantaisie, ça va répondre à un certain type de lecteurs et de lectrices qui recherchent des choses bien spécifiques dans la romantaisie. Donc si demain tu débarques, tu prends 10 profils de lecteurs au hasard qui sont des lecteurs de thrillers, des lecteurs de, je sais pas, d'horreur, de choses comme ça, et tu dis: «Toc, toc, toc, j'ai un roman de romantasy à vous proposer, vas-y, voilà mon lien». Bah, ça marche moyen, quoi. Merci Maria pour tous ces éléments. On va bientôt clôturer cet épisode du confessionnal et on va passer au moment le plus dur de la confesse. On va parler des 3 pires péchés du monde du livre. Donc là, le but, c'est qu'on a je pense qu'on n'avait pas trop de filtres de manière générale dans cet épisode et là, il va y en avoir encore moins. L'idée, c'est vraiment d'avoir ton avis de manière la plus claire possible et la plus tranchée sur les questions que je vais te poser. Péché numéro un, ce que les autrices refusent de regarder en face selon toi et qui les empêche vraiment de vendre leurs livres. Bah, en fait, vendre pour moi, c'est un travail à part entière, hein, et à un moment donné, il faut se former. Il faut se former pour savoir ce qu'on fait et déjà pour savoir ce qu'on fait, pour éviter, justement de te faire mauvaise presse, on vient d'en parler, quoi. Et bah, pour vivre aussi de ton activité, de ton entreprise. À un moment donné, ça s'improvise pas. Déjà, quand on parlait un peu de toute la polémique qu'il y a eu ces derniers jours, écrire un roman, ça ne s'improvise pas.
savoir ce que tu fais, mais d'autant plus si tu es en auto-édition. Si tu es auteur indépendant, j'essaie de suivre un peu ce que tu as mis sur ton post, ça me parle, tu vois? Donc j'essaie d'éviter le mot auto-édition. En tant que, auteur indépendant, à un moment donné, il faut aussi, se former à la vente et à la communication si tu veux vivre de ta plume, quoi, tout simplement. Péché numéro 2, quelle est selon toi cette vérité que personne n'ose dire sur le marché du livre aujourd'hui? Là, là, je vise vraiment, ça, je savais pas vraiment le sens de ta question. Moi, dans ma tête, c'était plus le milieu de l'édition traditionnelle. C'est que faut arrêter qu'on prenne un peu les lecteurs pour des pigeons, quoi, dans certaines maisons d'édition. Je pourrais en parler pendant des heures, mais on va peut-être s'arrêter. Développe un peu quand même, tu penses à quels éléments? Je vais pas te demander de citer des maisons d'édition, Non, c'est mais pas le qu'est-ce but. qui fait, dire ça en particulier? À quel niveau tu trouves qu'on prend de plus en plus les lecteurs pour des pigeons? Dans la façon de communiquer et enfin de comment toujours faire plus de flics sur des lecteurs. En prétextant toujours, des choses toujours plus incroyables et inédites, et cetera. Malheureusement, je vais pas citer de nom, mais tu vois, moi, il y a des pratiques comme, quand tu as des séances dédicaces de certaines auteurs, enfin certaines autrices et qu'on te dit sur des salons, donc des salons où tu as, 1000 opportunités d'achat, qu'on te dise, bah, en fait, si tu veux la dédicace de cet auteur ou cette autrice, il faut que tu achètes le livre sur le stand, il faut que tu achètes forcément, une de nos nouveautés. Tu peux pas venir avec ton livre, tu vois, déjà dans ta bibliothèque, il faut forcément que tu achètes. Enfin, il y a plein de pratiques comme ça où, à un moment donné, on te laisse pas trop le choix en termes d'achat et on veut toujours te vendre le plus cher possible et pas forcément dans la meilleure des qualités possibles aussi. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, tu veux qu'on mette le prix dans un livre, propose-nous la qualité qui va avec, quoi. Et enfin, dernier péché, quel est le plus gros mensonge qui continue de circuler et de faire du mal aux autoristes et à leur carrière et qui doit cesser selon toi? On reparle, de ce qui s'est passé ces derniers jours ou pas? Que écrire, c'est facile et que tout le monde peut le faire. On en a déjà parlé pendant le podcast, ça implique plein de choses, mais voilà, en fait, ce que j'ai dit sur Instagram, c'est que tout le monde peut écrire dans le sens où on a tous appris à écrire à l'école. Tu vois? Contrairement à apprendre un instrument de musique, à peindre, à danser ou autre qui sont d'autres formes d'art, on sait tous écrire, donc on pense tous qu'on peut tous écrire un roman, sauf que savoir écrire, c'est pas savoir écrire un roman. Voilà. Écoute, je conclurai sur ça. Merci Maria pour cet épisode. J'ai adoré t'avoir. Je te remercie. J'ai adoré avoir aussi ta vision sur tous les sujets qu'on a traités et ta franchise. Est-ce qu'éventuellement il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé que tu aurais souhaité qu'on mette sur le tapis ou est-ce que selon toi on a été exhaustif? On a fait le tour. Après, c'est vrai que c'est un sujet tellement passionnant qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, donc non, je pense que enfin, l'échange était méga intéressant et je trouve que c'est important, tu vois, ce que tu fais autant sur tes réseaux que sur le podcast, tu vois, de pouvoir un peu plus, sensibiliser, notamment, bah, sur la communication et ouais, sur la communication de marketing, mais même juste, tu vois, c'est un peu le thème de ton podcast, c'est vraiment les questions que tu avais, vraiment le côté, se professionnaliser. Parce qu'à un moment donné, soit tu écris un livre, en tant que touriste et pourquoi pas, mais à un moment donné, si tu veux et tu peux aussi faire ça juste pour toi, mais à un moment donné, si tu veux, bah, vivre de ta plume, vendre, bah, il faut se professionnaliser, autant sur l'écriture d'un roman que sur la vente derrière. Donc c'est super important ce que tu fais et j'encourage, tout le monde à suivre ce que tu proposes. Je vous promets que je n'ai pas payé Maria pour dire ça. Non, j'aimerais bien. Merci en tout cas d'avoir accepté de pousser les portes du confessionnal et d'avoir joué le jeu. Je te le redis, mais également moi je soutiens aussi énormément ce que tu fais, ta transparence, ta franchise Merci. et la qualité aussi de tes prestations. On peut retrouver Maria, plutôt sur, Instagram. Toi, tu es surtout active sur Instagram en semaine? Ouais, surtout sur Insta, c'est mon plus gros réseau. Après, j'ai YouTube une fois par semaine, j'essaye de m'y tenir et Twitch, j'aimerais bien le développer. À chaque fois, je dis ça, mais c'est pas ma priorité et j'aime beaucoup le format Twitch. Voilà. Très bien. De toute façon, je vous remets les liens, dans le bas de l'épisode pour que vous puissiez aller cliquer, sur le lien et découvrir les activités de Maria. Merci Maria d'avoir passé l'épreuve du confessionnal et d'avoir avoué tous les péchés du monde du livre, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du confessionnal de Va des rétros. Ciao! Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire pour m'encourager.
Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite dans le confessionnal de Bas des Rétros.